Salut et bienvenue dans ce nouvel épisode de Rencontre avec trois types. Comme d'habitude, je suis avec Guillaume et Seb. Salut les gars, ça va ? Salut, ça va très bien. Ouais. Alors aujourd'hui, on part sur un couple qui a été choisi par Seb, c'est ton tour. Et ce couple, c'est... Thelma et Louise et All Joy. Donc Thelma et Louise de Ridley Scott et All Joy de Kelly Richards. Donc Thelma et Louise, film culte. Ouais, donc ça va être intéressant d'en parler, étant donné que moi je ne l'avais jamais vu encore. Bah du coup on va commencer dans l'ordre chronologique, on commence directement par Thelma et Louise et puis on écoute un petit extrait. Donc Thelma et Louise de Ridley Scott, sorti en 1991. Guillaume, toi c'était quoi ton rapport avec Thelma et Louise ? Moi je l'avais vu il y a quelques années, je l'avais découvert assez tardivement je pense, mais je l'avais regardé parce que j'avais comme je pense beaucoup zappé que c'était un Ridley Scott parce que c'est vrai que c'est... Bah, on verra, c'est assez difficile de définir c'est quoi le style de Ridley Scott. Mais en tout cas, c'est vrai que, étant donné ce pourquoi il est connu, il est principalement connu, c'est vrai que c'est... Même si ça reste un classique de Ridley Scott, bon, ça reste presque un peu une bizarrerie dans sa carrière. Enfin, pas tant que, mais bref. C'est pas son film le plus tape à l'œil voilà, ou le plus... évidemment. Voilà. Mais non, j'avais à l'époque, j'avais déjà bien aimé, en le revoyant là. Effectivement, c'est ce qu'on se disait un peu en off, ça va être intéressant d'en parler, parce que je pense que de le regarder aujourd'hui avec les légions de films qu'il y a eu depuis, un peu sur la même thématique, ou sur ce renversement des valeurs et ce questionnement du male gaze et tout ça, il s'est un peu vieilli. Bah ouais, il paraît un peu plus soft, mais faut vraiment le remettre dans son contexte, à mon avis, pour voir l'impact qu'il a pu avoir. Moi, je me souviens que quand je l'avais vu, on était quand même moins les deux pieds dans ces trucs-là. Et du coup, je l'avais trouvé quand même assez réussi, quoi, dans le portrait de ces personnages. C'est quand même un film qui est porté par ces deux personnages que je continue de trouver assez justement écrites, quoi. Alors, elles sont pas écrites par Ridley Scott, non, c'est peut-être aussi... Ouais, bah c'est... Ouais, mais non, franchement, bon délire. Ouais, bah écoute, moi comme je disais juste avant en introduction, c'est la première fois que je le voyais. Ça fait vraiment genre le parti des films que quand tu commences à t'intéresser un peu au cinéma, c'est ceux qui ressortent très très vite, tu vois, parce que c'est les gros films hollywoodiens qu'on quand même, on va dire, qu'on marqué profondément le genre, donc ils sont facilement accessibles et surtout qui projettent un espèce d'imaginaire, tu vois. Enfin, la scène finale et tout, c'était un truc super marquant. Ouais. Et donc, moi, ça a été sur ma liste pendant 1000 ans. Mais j'ai toujours un peu... quand j'allais à la médiathèque, le DVD, je le voyais, je le prenais, je le regardais pas, je le ramenais. Tu vois. Donc là, il a bien fallu le regarder vraiment pour la première fois. Moi, Ridley Scott, c'est pas forcément un réalisateur que je porte très haut dans mon estime. Et du coup, là, ça n'a pas trop échappé à la règle. Le film a des qualités, mais bon, on va revenir dessus, mais c'est pas... J'aurais peut-être mieux fait de le regarder à l'époque à la médiathèque que de le regarder maintenant. Mais et toi, Seb, alors pourquoi t'as choisi Thelma et Louise et est-ce que ça t'avait marqué ? Moi, j'avais vu à l'époque, j'avais loué en VHS, je pense, au Vidéoclub à l'époque, parce que c'était un des gros succès de Vidéoclub. Et quand il est sorti, c'est un des films que tout le monde voulait voir, en fait, quand même marqué son époque, dans les années 90 par là. Donc, je l'avais vu en Vidéoclub, ça faisait 25 ans, je pense, ou pas mot que je l'avais pas revu. Et donc là, en fait, je l'avais vu. Je l'ai choisi là, parce que moi, je voulais absolument parler de All Joy, que j'adore. Et je cherchais un film à mettre avec. C'est un très bon parallèle. Et du coup, je me suis dit, tiens, il y a ce côté-là. Et du coup, j'aimais bien que All Joy soit un film sur une amitié masculine vue par une réalisatrice. Et Thelma et Louise, pareil, c'est une amitié féminine vue par un réalisateur. Après, quand on s'intéresse un peu, pas tant que ça, mais en fait, quand même. Et j'en gardais un bon souvenir, donc je me dis, tiens, c'est cool de le revoir, d'en parler et tout. Puis pareil, j'ai un euphémisme, mais je suis pas un gros fan de Ridley Scott. Je préfère son frère. Bah là, en le revoyant, en fait, je me dis, c'est un film de Tony Scott, finalement. C'est vrai que il y a beaucoup de trucs qui font penser. Et donc, pendant longtemps, d'ailleurs, je pensais que c'était un film de Tony Scott. Et donc, non, c'est bien Ridley qui l'a réalisé. Le film a un peu vieilli, mais je trouve qu'il y a quand même des choses qui restent très, très pertinentes, très actuelles. Je pense qu'il a plus vieilli dans la forme que sur le fond. Il y a des trucs qui sont quand même assez pertinents et qui me marquent encore
qui marque encore pas mal. Mais oui, là-bas, c'est parce que je voulais surtout parler de Old Joy. Et je voulais quelque chose qui colle avec. Donc on est obligé de partir au turbin pendant 45 minutes. Et finalement, Thelma et Louise, honnêtement, le revoyant, ça m'a pas. Ça reste un des Ridley Scott qui m'a le moins cassé la tête, quoi. Donc ça reste un bon film quand même, je pense, malgré tout. Et bah écoute, t'as qu'à nous faire un petit résumé pour les gens qui auraient pas vu, qui auraient jamais vu Thelma et Louise ou qui sauraient pas de quoi ça parle. Alors, Même si tout est un peu dans le titre, je pense. Voilà, je vais pitcher le film qui est assez simple. Donc Thelma et Louise, ce sont deux amis qui vivent dans l'Amérique profonde, on va dire, dans l'Oklahoma, qui décident de se faire un petit road trip ensemble sans leur mari, genre elle et deux. Et puis elles partent, elles vont vite se rendre compte que les hommes les font pas chier seulement à la maison, mais dans la vie tout court en fait. Et après, suite à plusieurs rencontres un petit peu malchanceuses, on va dire, s'ensuit toute une espèce de road movie, de course-poursuite movie qui mélange plusieurs choses. Ouais, le film embrasse un peu tous les codes du road movie classique au final. Ouais, c'est un film assez intéressant. C'était intéressant finalement qui mélange plusieurs genres et plusieurs... Voilà, il y a un peu de western, il y a un peu de film d'action aussi, il y a un peu de road movie. Il y a beaucoup de films où au moment où le film s'arrête pour passer sur autre chose, donc... Mais on reste toujours sur ces deux personnages qui sont devenus un peu emblématiques du cinéma américain aujourd'hui. A raison quand même, je pense. Oui, je pense qu'on s'est sorti. J'imagine qu'on va parler du contexte, quoi. Mais ouais. Bah déjà, juste pour parler effectivement du contexte. Alors donc Ridley Scott, pour ceux qui connaîtraient pas, c'est donc réalisateur évidemment de Alien, Blade Runner et tout en début de carrière, qui est un réalisateur à la base qui vient de la publicité, et je pense des clips aussi, c'est possible. Il est anglais, non? Il est anglais, effectivement, et il a commencé sa carrière de cinéaste à 40 ans, ce qui est quand même relativement tard quand il pense. C'est pour ça on parlait en off, là, on fait, mais en fait, il a 1 milliard d'années, Ridley Scott, là. Il a 87 ans, et bah, ça se voit. non, ça se voit pas, on va dire, dans la forme. Parce que le fait qu'il vienne de la publicité, ce qui est constitutif de son style, c'est que c'est un excellent directeur artistique, en général. Un peu moins maintenant, parce qu'il y a beaucoup d'effets visuels, genre quand tu regardes Napoléon et tout, c'est un peu dur. Mais tous ces films de cette époque, on va dire jusqu'à Gladiator, sont toujours d'une facture technique genre impeccable, photographie magnifique, c'est toujours des films très très bien craftés. Et il s'est attaqué un petit peu à tous les genres. Donc son premier film, c'était Les Duellistes, qui était un film d'époque, qui est vraiment magnifique d'ailleurs. Je sais pas si, j'imagine que vous l'avez vu. Ouais. C'est vraiment super bien. Bah, alors tu sens qu'il était à balle de Barry Lyndon à l'époque quand il a vu, parce que vraiment les compositions, c'est comme Barry Lyndon, c'est vraiment des tableaux de la Renaissance. Et tu te dis, il commence par ça, et après il fait Alien. C'est vraiment deux mondes différents, et en fait ça va être quelque chose d'assez récurrent dans son cinéma. Il va jumper d'un style à un autre. Et de toute façon, à part Alien qui a été un succès, il me semble que Blade Runner ça a été un flop. Ouais. Même s'il était reconsidéré par la suite. Oui, c'est vraiment les films cultes, mais qu'on pas rapporté tant d'argent que ça au final. Après, c'est un film qu'il a retravaillé, il y a plusieurs versions et tout. C'est des films où il fallait garder les droits dans le temps et pas les revendre, si tu voulais te gaver un petit peu avec. Et du coup, là, Thelma et Louise, je pense qu'on est encore dans la première partie de sa carrière, mais il traverse un peu pas une mauvaise passe, mais on va dire du désert. Une traversée du désert. Je sais plus ce qu'il a fait après Blade Runner, etc. Mais en gros, Thelma et Louise, ça arrive juste après Black Rain, film produit par Michael Douglas, qui se veut un polar d'action fin des années 80. Que j'ai regardé hier avec beaucoup de difficultés, film magnifique, mais qui est un peu qui représente bien le cinéma de Ridley Scott, quoi. Quand il n'y a pas vraiment d'idée derrière, t'es là, tu te fais un peu chier. Et Thelma et Louise, étonnamment, il va un petit peu relancer sa carrière, parce que alors c'est un petit budget, seulement 16 millions de dollars, et il va en rapporter pas tant que ça, il va en rapporter 45 millions je crois, donc 4 fois sa mise, qui par rapport à la mise c'est énorme, ça deviendra un film culte, mais en vrai par exemple même par rapport à Alien à l'époque c'est presque rien quoi. C'est assez intéressant de voir que le film a eu un énorme impact alors que ça reste quand même un petit film indépendant. Ouais. Et du coup, le film relancera un petit peu sa carrière, quoi. Ou en tout cas, il remettra un petit peu en odeur de sainteté pour quelques années. Avant de continuer, je pense qu'on peut parler de comment il est tombé sur le projet. En fait, évidemment, le projet, il est pas à son initiative. En fait, à la base, c'est un scénario qui a été écrit par une femme. Cathy Khouri. Donc celle qui a écrit le film et tout, Moi, j'ai écrit Kali Khouri.
Cady Coudry, ouais, je crois que c'est comme ça. C'est quel... Ok. Ouais, Et donc scénario écrit par une femme qui s'inspire apparemment de... un peu autobiographique, si j'ai bien compris. Moi, alors j'ai cru voir que c'est né d'une réflexion qu'elle avait dans sa voiture et qui consistait à se demander quel événement suffisamment grave pourrait pousser une femme, enfin des femmes comme ça, à tout lâcher, et à se dire euh, est-ce que je mérite mieux que ça, quoi. voilà. En fait, Et- je dis autobiographique, non, c'est pas autobiographique, c'est Non, juste qu'il y a sinon, des éléments ouais. autobiographiques, Oui, bien évidemment. Je pense que c'est un film qui arrive aussi à un bon moment, c'est-à-dire qu'il répond aussi à des problématiques que je pense beaucoup de femmes, j'allais dire américaines, mais un peu partout dans le monde, vivent depuis longtemps, quoi. Il y a un petit peu un truc de la place dans le foyer. Et... Donc j'ai l'impression que c'est aussi ça la déflagration du film, c'est d'être arrivé à un moment où on s'y attendait pas forcément, quoi. C'était quand même les années 90, un peu un âge d'or du cinéma testostéroné, on va dire. Et du coup, j'ai pas de mal à imaginer que c'était assez inattendu comme proposition. En fait, à l'époque. on sort de 10 ans de période cinéma réganien, on va dire. Donc cinéma ultra machiste. Et justement, tu vois, c'est assez étonnant de se dire que le film est récupéré par Ridley Scott. Donc son film d'avant, Black Rain, c'est un film ultra machiste. C'est Complètement. Ouais. machiste et raciste, tu vois, où son personnage, il incarne vraiment le personnage américain de l'époque, donc qui est vulgaire, qui méprise le monde. Il y a un personnage féminin dans son film d'avant, et il est vraiment pas intéressant. Et il passe de ça à Thelma et Louise, et en plus il était vraiment, visiblement c'est ça qui l'intéressait, quoi. C'est se dire, c'est intéressant de voir un film où les rapports sont inversés par rapport à ce qu'on fait normalement à Hollywood. Mais ça vient pas de nulle part, parce que le truc qu'on lit fréquemment, c'est que finalement c'est pas tant une bizarrerie que ça, vu qu'il avait déjà mis dans Alien le personnage de Ripley, qui était déjà à l'époque un truc qui était assez nouveau, quoi, d'avoir quand même un rôle féminin. Et j'ai même presque envie de dire, bon, le parallèle entre Alien et Thelma et Louise, il est assez limité, mais sur ce point-là très précis, dans Thelma et Louise, certes c'est des héroïnes, on va en reparler tout ça, mais c'est quand même la place de l'homme est toujours un petit peu questionnée et questionnable aussi dans le film, alors que dans Alien, pour moi c'est un film qui est encore plus féministe, parce que c'est une femme, et elle n'est pas du tout posé la question de... Très rapidement, il y a des répliques au début, voilà, il y a des... Mais le fait qu'elle prenne le lead, tout ça, ça n'a aucun rapport avec... il n'est pas question d'homme, quoi. Il n'est pas question de... Tu vois, c'est pas le sujet, c'est pas ça. Le sujet, c'est le combat avec l'alien, tout ça. Donc il y a un truc qui est presque plus radicalement féministe dans Alien que dans Thelma et Louise, où finalement... surtout qu'en plus, c'est quand même c'est un film d'action, plus ou moins, tu vois, Alien. Donc vraiment une héroïne d'action. Ce qui est d'autant plus... fort comme choix, encore plus à l'époque où c'était il y a encore plus longtemps. Là, Thelma et Louise, c'est vrai qu'il s'empare d'un sujet, je pense, où il y a un peu plus une conscience de ça. Je sais pas dans quelle mesure il avait conscience de tout ça quand il a fabriqué Alien. Mais... Moi, je pense qu'il y a quand même un côté un peu ce flair pour sentir des trucs, tu vois. Parce que tu vois, donc pareil, Alien, c'est pas un scénario qui est signé par lui. Donc lui, il est arrivé sur ça. Blade Runner, pareil, c'est un truc qui est arrivé sur le... Toi, je pense qu'il y a quand même un bon flair pour sentir les bons coups, tu vois. Alien, est-ce que... c'est un homme à la base. C'est écrit par Dan O'Bannon. Mais c'était un rôle masculin, le rôle principal à la base. Alors ça, je sais pas une trop. bêtise, il me semble, je suis pas sûr. C'est possible. En tout cas, ça ferait sens. Hein. Je sais que c'est pas écrit par lui. Et pareil, c'est un film qui est pas écrit par lui. C'est n'importe quoi. Thelma et Louise, pareil, c'est un film qui est pas écrit par lui non plus. Donc je pense qu'il a quand même ce feeling pour sentir un peu les bons coups, tu vois. En fait, tu vois, ce qui est étonnant sur un sujet aussi fort, c'est de se dire que le réal doit être vraiment féministe ou vraiment sensible. Et en fait, avec Ridley Scott, c'est impossible de se dire ça. C'est impossible de sentir son engagement politique derrière ses films. Mais par contre, il n'est pas fermé à aborder ces sujets et tu vois, on parlait encore en off d'un de ses derniers films, Le Dernier Duel, qui embrasse aussi des thématiques similaires, tu vois, enfin qui parle encore plus encore plus radical. Ouais. C'est assez étonnant de le voir pouvoir bouger d'un projet à l'autre, et comme tu dis, à mon avis, il sent le truc, il est pas c'est un mec qui est pas fermé, quoi. Ouais, non, qui est pas fermé. S'il sent le bon projet, il va y aller, tout. Il peut faire un film de droite, un film de gauche, c'est pas ça qui le dérange, en fait. Exactement. Alors, c'est marrant, il y a un angle mort, parce que je sais que la scénariste, au
au départ, elle avait un peu envie, je pense, de le réaliser. Ouais, elle voulait le réaliser, mais elle Et n'avait c'est pas vrai réalisé de film. Voilà. En fait, je crois elle cherchait des financements, genre à hauteur, un truc ridicule, genre à 1 million de dollars, et puis elle aurait fait son petit film indépendant et tout. Et il a tapé dans l'œil, en fait, d'une productrice qui d'abord l'a montré, je sais plus, il y a un autre réalisateur qui a été attaché. Ouais, il y a Au plusieurs film. réals, il y a plusieurs actrices aussi qui ont été. Normalement, à la base, c'était prévu C'était pour Jodie Jodie Foster et Michelle Pfeiffer. Ouais, exact, ouais. Donc ça s'est pas fait. Puis après, il y a Gina Davis et Susan Sarandon qui sont arrivés. Et donc il y a Gina Davis qui a longtemps forcé pour avoir le rôle de Thelma et tout. Donc finalement, une fois que Ridley Scott est arrivé, Gina Davis est venue, a eu le rôle. Et c'est comme ça qu'on a eu donc, le duo Susan Sarandon, Gina Davis. Dont on a du mal à imaginer deux autres actrices pour le jouer Ouais, maintenant. vraiment, ouais. Tellement elles ont vraiment mis le grappin sur les rôles, quoi. Et Ridley Scott qui est arrivé sur ça et qui, ma foi, a fait un travail très correct. Hein, on va pas... Tout en protégeant le se scénario, mentir. parce que bon, il y a la fin mythique, on s'en fout, on spoil la fin de Quoi Thelma et Louise, tout le monde. Moi, je connaissais la fin avant de connaître le film, Voilà, je pense. tout le Ah monde, oui, c'est une tout le image monde hyper sait que, marquante. voilà, c'est une des grandes images du cinéma américain avec le suicide, le suicide heureux, on va dire. Oui, ou puis en qui a tout été cas, parodié des milliers de fois en plus. Donc, Voilà. Ouais, mais ça finit sur un fond en blanc, donc c'est comme dans Total Recall, en fait. C'est une, c'est une on peut tout lobotomie. on peut tout imaginer à la Ouais. fin. Mais en tout cas, je sais qu'il a vraiment protégé cette fin-là parce que, comme souvent, les producteurs voulaient pas. C'est quand même une fin qui est assez. Si tu déroules le truc, voilà, c'est quand même assez radical. assez Allez, troublant. c'est assez curieux, Ouais, moi, c'est je une trouve la fin très manière dont ambi- il l'a mis. C'est une fin très ambivalente, en fait. Parce que Ouais, tu voilà. dis que le film, c'est un happy end, alors que les... Non, mais c'est ce qui fait que Quel c'est une film, bonne c'est- fin. Hein, c'est- Elle meurt c'est- libre. Hein. C'est juste, effectivement, là, c'est un des aspects. Parce que moi, l'idée, je la trouve super. C'est un peu la définition d'une idée de génie. Enfin, je veux dire, au sens où c'est à la fois surprenant et en même temps, il ne peut pas en être autrement. C'est un peu comme ça que je décrirais tu sais, les bonnes idées dans les films. Mais par contre, sur le plan de l'exécution, bon, là, ça a vieilli. Ouais, ça a vieilli de ouf, mais- L'image qui se fige, Ouais, etc. Mais c'est vrai que le symbole est assez dingue. Ouais, mais alors, c'est- je sais pas si vous avez lu, à la base, il avait failli le faire autrement, la fin, même en gardant toujours le suicide, mais je crois qu'il voulait pas couper à cet endroit-là. Il se posait la question de... donc il tombe dans le ravin, et Harvey Keitel se penche, vous regardez, il voit la voiture, et au moment où elle va s'écraser, là, t'as un plan où il roule... la voiture, en fait, elle est en train de rouler... Enfin, une métaphore, quoi, Ok, métaphoriquement, qui roule Ah. vers le lointain. Et je sais pas, j'ai le souvenir qu'il y a une fin un peu comme ça à la fin de Vanishing Point. Je sais pas, mais ça me dit quelque chose, enfin un truc un peu métaphorique comme ça. Mais je pense que ça aurait été moins fort, quoi. Enfin, ça aurait été moins. ça aurait été moins marquant, je pense, iconique, pour le ouais. coup. Là, Ah ouais, parce qu'il y a un truc de... En fait, le film, et c'est pas quelque chose qu'on peut lui reprocher, mais il s'attache vraiment à construire plus que des héroïnes, vraiment construire j'avais noté ça? Ouais, des icônes, voilà. Tu sens vraiment que... parfois même aux dépens d'une caractérisation un petit peu plus sensible. Et du coup, je trouve que cette fin-là, elle répond vraiment à tu vois, le fait de figer le truc, de passer du cinéma à la photographie. Ouais, Il y a vraiment ce truc-là de, hop là, c'est imprimé. ouais, il y a un Et- truc iconique. Il y a vraiment, mais je trouve le film porte vraiment ce truc-là. C'est comme s'il avait conscience qu'il était en train de créer deux icônes qui allaient être très très importantes pour ouais, mais peut-être, il y a pour la suite. Ouais. des fois, c'est comme ça, tu as des trucs où tu le sens un peu sur le tournage. Je fais une petite digression à un moment, mais c'était le cas sur le tournage de À toute épreuve de John Woo. En fait, le fameux plan séquence, où il y a la fille dans le plan séquence, John Woo, il voulait supprimer, parce qu'il avait fait une fois, il avait raté. Et ces techniciens qui ont dit non, là, on a un truc, nous, on va le refaire, mais sans être payé. On va prendre sur nous pour le refaire, parce qu'on sent que ce plan-là, il va un truc qui va marquer. Et je pense qu'il aurait peut-être eu cette idée-là aussi, en se disant tiens, si je fais ça à ce moment-là, c'est un truc qui va impacter beaucoup plus que si je le fais autrement. Et tu sais, il peut avoir un peu cet instinct, tu vois, ou ce feeling que là, il est en train de faire un truc qui va rester, quoi. C'est ouf, quand même, parce que justement, ce qu'on disait, c'est. À la fois, c'est un réal qui a l'impression qu'il n'y a pas trop de personnalité, à la fois, tu regardes le nombre de films cultes qui ont imprégné l'imaginaire. Qui fait des choix forts, quoi. Ouais, c'est finalement, ça. réaliser un film, c'est beaucoup ça, quoi. C'est C'est un peu chef d'entreprise, quelque part. Hein. Voilà, Tu c'est dois- ça. Et la fin, vraiment, la fin d'un film, c'est très très difficile, quoi. Et là, en plus, il n'y a pas.
il fait l'économie d'un épilogue, d'un truc. Je pense que c'est toujours, même encore aujourd'hui, hein, où le cinéma a pris des formes, où s'autorise beaucoup de choses et tout ça. On a quand même encore du mal, hein, à se passer de ces 10 dernières minutes un petit peu épilogue, qui servent en fait pas à grand chose. T'as beaucoup de films qui savent pas finir, quoi. Voilà. Putain, une fin, putain, une autre fin. Sur un film aussi long, en plus, c'est vrai que c'est long, 2h10. C'est assez rafraîchissant, en fait, finalement, de finir comme ça, avec ce geste très emblématique et ambivalent. On les voit lever le poing alors qu'elles se sont pris la main. Donc elles se prennent la main, vraiment. Voilà. Il y a une façon de dire, voilà, c'est aussi la lutte. Ouais, puis t'as tout le côté de la sororité, tu vois, c'est de amis, elles sont devenues sœurs un peu de combat, tu vois, par rapport à tout le voyage qu'elles ont fait. Ouais, et tout. c'est vraiment l'histoire d'une fusion. Je pense que c'est un truc qui est voulu par le scénario. D'ailleurs, il y a eu l'Oscar du meilleur scénario, je crois, à l'époque, pour Calicuri, là. Et tu sens que t'as le regard d'une femme derrière sur certains trucs. Et le film réussit à être malin sur certains aspects de son histoire, tu vois. Je trouve que le problème majeur du film, c'est qu'il est rythmé un peu bizarrement. C'est-à-dire que t'as un road movie, le film s'arrête, t'as une longue scène qui arrive, puis le film repart, puis ça s'arrête une nouvelle fois. T'as plusieurs scènes qui sont assez longues comme ça, où juste les persos s'arrêtent et parlent. Ouais. Et t'as un rythme qui est filmé, qui est un peu étrange quand tu le revois maintenant. Puis je trouve que la poursuite, parce que du coup ils sont poursuivis par un flic interprété par Harvey Keitel, ne marche pas tant que ça. Le film n'est pas allaitant, tu vois, n'est pas le temps. Enfin, non, c'est ça, ouais. Il est là parce qu'il faut qu'il soit là, tu vois. Mais j'ai pas trouvé que ça soit tu sens que c'est pas le centre du film du tout. Non, le sel du film, c'est les rencontres, parce que c'est le chemin, en fait. Le chemin, c'est le principe du road movie, il y a les paysages, bien sûr, et la route, mais c'est surtout les rencontres qui jalonnent le truc et qui le permettent, parce que le film, et ça peut être un petit peu... C'est ça qui est peut-être un petit peu lourdeau, entre guillemets, c'est que le film fait un petit peu et passe en revue toutes les figures masculines possibles et imaginables, quoi. Alors je le trouve même assez fort, parfois assez subtil avec certains personnages, pas avec tous, mais c'est drôle justement de lire que à l'époque ça avait fait un tollé parce que le film était à charge contre les hommes. Aujourd'hui, quand tu le regardes, tu fais c'est pas... surtout que pas du tout, ce truc-là, effectivement, qui a été le reproche adressé en mode oui, l'émancipation des femmes, mais par le truchement de la violence et par... le film a été traité de film fasciste. Le fascisme, misandre et tout. Misandre et tout, c'est encore des choses qui lui sont adressées aujourd'hui. Mais c'est vrai que dans le sein du film, t'as quand même Harvey Keitel, t'as quand même le personnage de... Comment il s'appelle, le mari de Louise. Larry. Qui est quand même une figure assez touchante c'est justement un des personnages que j'ai trouvé le plus intéressant justement parce qu'il est vraiment ambivalent. C'est assez rare de voir un personnage comme ça, c'est-à-dire qu'il est un peu une brute mais quand même sensible, qui est attends, on parle bien du mari de oui. Que je me trompe pas, que je parle pas que je confonde pas Thelma. Le mari de Thelma, il est un peu uniformément. C'est une merde, quoi. C'est un white trash et tout. Plus un white trash qu'un beauf, ouais. Ouais. Et du coup, non, c'est assez fort de voir un personnage comme ça. Tu fais, putain, il est intéressant, quoi. Parce que lui, son trajet, il le fait un peu en off, et c'est vrai que c'est assez joli dans ce que le film raconte, c'est qu'il se rend compte. Parce que le film pose vraiment la question de à quel point les femmes peuvent se passer des hommes. Et le film dit. Le drame aujourd'hui, c'est qu'elles sont obligées de... La seule liberté possible pour elles, c'est la mort, parce qu'en fait, tout leur chemin a été complètement empêché par les hommes. Et lui, son chemin, il se rend compte que finalement, il n'y arrive pas tant que ça sans elle non plus, quoi. Ouais. Donc je suis d'accord que c'est un personnage sur lequel on aimerait presque avoir plus de gras. Ouais, tu sens un peu perdu là quand il est tout seul, un peu livré à lui-même. Tu sais, les flics viennent chez lui, il sait pas trop comment réagir. Il est un peu. Après, tu sens que lui a plus besoin d'elle que l'inverse finalement. C'est lui qui est un peu paumé quand on n'est pas là. Mais moi j'aime bien aussi le fait que tu sais, il a un accès de violence direct, tu vois. Tu sais, dès qu'elle lui dit un truc, il fait. Puis après, il redescend et tu sais, tu sens qu'il y a. Tu sens qu'il se questionne un petit peu. Ouais, il y a des conflits intérieurs et. Alors que la norme à l'époque aurait été c'est juste t'es un bourrin ou t'es une fiotte. Normalement c'est que ça. Donc voir un personnage incarné par Michael Madsen jouer un truc comme ça, j'ai fait
c'est bien bonne surprise de la part du film. Alors que le film pose vraiment par rapport à ce truc de male gaze et de à quel point le regard d'un homme se pose sur un scénario, sur une histoire féminine, tout ça. Il y a effectivement tout ce rapport à la violence et le fait que, en fait, la libération de ces femmes, outre le geste fondateur qui est en fait de tuer le violeur de Thelma. D'ailleurs, tout part de là en fait. Voilà. À la base, elles font juste une échappée en week-end et en fait, dans une boîte de nuit, Thelma va manquer de se faire violer sur le parking et elle est sauvée par Louise qui bute mais son violeur. Ce qui est intéressant, c'est que c'est vrai que quand on repense au film, on a tendance à résumer le truc en disant Louise sauve Thelma en tuant mais en fait, elle le tue parce qu'il a le mot de trop. Oui, c'est ça. Elle le tue pas alors qu'il a le pantalon baissé, tout ça. Elle non, les interrompt. C'est après, ouais. Et c'est parce qu'en fait, c'est tout un c'est ça, là, oui, ça la ramène narratif. À sa propre histoire voilà. Aussi. Et puis elle a été violée au Texas, tout ça, c'est tout un angle, toute une backstory qui est un truc un peu enfoui dans ce personnage et qui explique aussi en quoi. C'était très juste ce que tu disais tout à l'heure sur ces deux amies qui deviennent sœurs. Je trouve que c'est un niveau de lecture assez intéressant du film où en fait c'est l'histoire d'une fusion. Oui, parce qu'elles sont liées par ça aussi. Plus que d'une amitié, il y a un truc où elles se retrouvent liées par ça, alors que c'est deux personnages qui sont caractérisés de façon diamétralement opposée, c'est-à-dire que de façon un peu bébête, il y a Thelma qui est un peu la jeune fofolle et tout, qui a du mal à se détacher, même après l'événement. Elle craque sur Brad Pitt, il y a un peu un truc de libération sexuelle, elle se réapproprie sa sexualité, tout ça. Là où le trajet de Louise, il est presque inverse. Elle en vient à quitter son conjoint parce que elle a compris que voilà, c'était un peu le bout de la route. Ouais, puis au début, je crois que tu as un rapport de force qui est beaucoup plus déséquilibré entre Louise, qui est un peu la meneuse, genre la chef, et Thelma. Et à la fin, tu sais, quand ils se prennent la main, elles sont vraiment devenues sur un niveau égalitaire, où tu as le rapport de force qui s'est un peu annihilé entre les deux. Et limite, les deux font plus qu'une seule personne. Tu vois, je trouve que ce cheminement-là est intéressant. Puis pareil, tu as le personnage de Brad Pitt, où moi, j'avais pas vu ça à la base, que j'ai vu ça maintenant en le revoyant, où en fait, il est caractérisé comme un peu les bimbos qu'on voit dans les films de l'époque. En fait, c'est un peu ce personnage un peu cliché de la pute qui va te dépouiller, sauf que là, c'est un mec. Ouais, non, c'est vrai. Un des premiers trucs que Thelma dit, Louis, je sais plus qui dit cette phrase. En fait, elle lui dit, elle le regarde, elle dit putain, il a un beau cul. On le voit marcher. Tu sais, c'est une phrase que tu es habitué à entendre dire à des femmes, tu vois pas à des hommes et tout. Ouais, c'est vrai. Et Brad Pitt joue ce rôle-là à fond, on le voit torse nu, tu vois, il est vraiment le beau gosse un peu, un petit peu sombre, mais quand même beau gosse et tout. Et à la fin, ils lui font le coup qu'on a vu 100 fois, mais à l'envers. C'est-à-dire que Thelma, Béate, le laisse seul dans la chambre, et il la dépouille et il s'en va. Et c'est un rôle qu'on est habitué à voir souvent, tu tapes une pute comme ça, celle qui va te dépouiller. Et là, je trouve que cette inversion des valeurs, un film qui a plus de 30 ans quand même, c'était pas courant à l'époque de caractériser un personnage d'homme qui est vraiment là pour son physique, en fait, et pour rien d'autre. Non, mais bien sûr. Et Brad Pitt le joue très bien, en plus. Mais ce qui lui a été reproché au film, et ce qui continue de lui être reproché par certaines personnes qui tempèrent un petit peu ce truc féministe, c'est qu'en fait, ils constatent que les femmes, en se libérant, il y a un côté très jouissif quand elles se vengent du routier qui était hyper vulgaire, qui leur faisait des trucs hyper obscènes et tout ça. En fait, elles se comportent comme des hommes, quoi. Ouais, mais ce qui est marrant, c'est que du coup, le film a été taxé presque de fasciste, tu vois, à cause de carrément ça. De fasciste. Mais alors, tu vois, ce qui est drôle, je crois que c'est la réalisatrice qui disait ça. Elle fait, ouais, mais à la même époque, t'as Total Recall qui sort, tu vois. Et à un moment, Schwarzenegger, il tient une balle dans la tête de sa meuf, enfin de sa meuf, de sa femme, considère ça comme un divorce. Tu sais, genre, pas de problème, tout est dédramatisé, tu vois. Là, on dit pas que c'est du fascisme. Non, c'est clair. Tu vois, donc au bout c'est drôle, quoi. Ça reste un film américain, donc il y a aussi ce rapport, on va peut-être en reparler, mais au cinéma d'action, où tu sens qu'il peut pas trop s'empêcher d'aller dans certains territoire. Oui, c'est balisé par la film d'action. Ça a l'air un peu collé sur le film. Il y a aussi quelques punchlines, tu vois. Donc il y a le mec qui a bouclé. Ça, j'ai noté un moment. Toi, t'as Thelma qui dit soyez gentil envers votre femme. Moi, mon mari n'était pas avec moi et voyez le résultat. Voilà. Tu vois, t'as des trucs un peu comme ça t'as un peu des phrases chocs qui disent des choses, tu vois, par rapport au film, mais qui sont là pour un peu appuyer ce petit côté punchline.
Puis t'as un peu aussi le film a plusieurs scènes d'action, tu vois, à certains moments où tu sens que ça reste un film grand public. Et de un comédie. film divertissant, voilà, du coup, c'est un mix de plusieurs choses. Dans cette inversion de truc, il y a, quand elle braque le flic, enfin, quand elles font Ouais, les mettre dans le coffre. elles entravent et tout, le flic et tout ça, elles n'arrêtent pas de s'excuser et tout ça, donc il y a presque un côté un peu comique à renverser ces valeurs. Mais c'est là que tu vois que c'est un peu daté, c'est parce que en fait on se posera la même question sur Alljoy et sur en fait qu'est-ce que c'est un regard féminin, qu'est-ce que c'est un regard masculin, parce que là, même si les questions de libération des femmes et tout ça, il leur est quand même toujours à poser des. Oui, parce que c'est un film qui est fait dans le système hollywoodien où tu peux pas non plus, tu peux pas t'en sortir, faire un peu ce que tu veux. Voilà, quoi, et donc là, la femme, elle a quand même encore cette douceur et tu vois cette intelligence et j'ai l'impression que le film se bagarre un petit peu entre ça. À la fois, elles deviennent des hommes, c'est-à-dire que même dans leur accoutrement, il y a les chapeaux de cow-boy, elle prend les lunettes du flic et tout ça. Donc elle prend la casquette du trucker à la fin. Donc elle se transforme vraiment en white trash, quoi, finalement, ce qui est assez intéressant. Mais voilà, elles partent quand même d'une caractérisation purement féminine, mais vue par les hommes. Voilà, les femmes, c'est censé être doux, c'est censé être comme ci, comme ça. Ouais, ce conflit entre les deux. Mais je pense que tout le film est comme ça. T'as le côté un peu... Parfois, t'as un peu une patine gros film sur un budget de film indépendant. Le film surfe toujours entre tout et son contraire. Et c'est ce qui fait un peu la singularité du film en même temps. T'as un côté road movie, t'as un côté western, tu vois, avec toute cette envie d'aller à la frontière du Mexique, où c'est là où t'as les flics, c'est un peu la cavalerie de l'époque, tu vois, t'as ce côté-là. T'as beaucoup de plans sur les décors qui rappellent un peu les films de John Ford, sur le western, tout ça, sur les grandes étendues. Ouais, on l'a pas dit, mais enfin, si on l'a un peu évoqué, mais enfin, le film est quand même super beau, quoi. Encore par contre, quand tu le regardes aujourd'hui, hein, même si effectivement la photo elle peut être un peu connotée, donc on parlait de Tony Scott et tout, donc c'est parfois filtré et tout. Il en fait un peu des caisses, Ridley Scott, mais le film est quand même vraiment très, très beau. Et tu sens que c'était un peu designé pour être un peu iconique, marquant sur certains trucs, quoi. Ouais, c'est ça, c'est aussi une des dichotomies du film qui se veut dire des choses, en même temps il faut garder un écran qui est accessible. C'est quand même un écran publicitaire, tu vois. Parce que ça va assez loin, il y a presque, on peut faire le tour de tous les genres du film, et il y a presque un côté mystique. Bon, il y a la fin qui va un peu dans ce sens-là, à la toute fin. Mais il y a une séquence la nuit où je crois Louise regarde les étoiles. Il y a Ouais, parce que t'as aussi des plans où on voit des puits de pétrole, tu vois, où t'as une lumière un peu rouge comme ça. Et puis il y a un truc que moi j'ai remarqué encore là, c'est que t'as deux images qui sont très marquantes du film. Donc t'as la fin avec la voiture, et puis t'as le moment où elles se prennent en photo. Au moment où elles se prennent en photo, elles ont vraiment une attitude très féminine. Elles ont un foulard sur la tête, elles ont des soleils. Et à la fin, quand elles meurent, elles ont une casquette, elles ont un chapeau et tout. Donc, t'as même ce cheminement peut-être vestimentaire, tu vois, qui est là, qui est pas innocent non plus. Donc, ouais, c'est un film qui est un peu ambivalent, qui surfe entre plusieurs choses, qui dit des choses, tu sens qu'elle aimerait bien en dire plus, mais que dans le contexte auquel il est fait, tu vois, il faut un peu s'adapter aux normes. Ouais, et tu sais pas, moi je saurais pas non plus exactement déterminer ce qui est de l'ordre de l'inconscient du film et ce qui est de l'ordre de l'inconscient. C'est-à-dire qu'est-ce qui est aussi du fait de l'époque et du contexte de production et de toute cette filiation qu'il a avec tout ce qu'on a cité en fait. Et qu'est-ce que de l'ordre vraiment du choix un peu affirmé, tu vois, de transfigurer ces héroïnes comme ça en icône. Je trouve le questionnement demeure. Et c'est pour ça que tout à l'heure, en off, je vous disais que c'était un film qui, comme Alljoy, mais pour des raisons très très différentes, et il y a un très gros terrain à la suranalyse, à la surinterprétation aussi, quoi. Ce qu'on peut se raconter vraiment, pas tout et son contraire, mais quasiment, quoi. C'est-à-dire si on a envie de les faire passer pour des fascistes ou quoi, c'est possible. C'est possible. Et si tu veux au contraire en faire des grandes icônes, ça dépend vraiment. Ouais, puis aussi un truc qui est un peu important, mais un peu évident, mais important, c'est que donc c'est un film qui a 30 ans, donc nous on le voit aujourd'hui, et on analyse avec tout ce qu'on a pu lire, tout le travail qu'on a pu faire, tu vois, par rapport à la façon dont on regarde des films, surtout avec ces thématiques-là, donc les films sur les filles, les films féministes, avec toutes les questions de sororité, tu vois, qu'on connaissait pas, tout ça à cette époque-là. C'est des thématiques qui sont arrivées un peu actuellement. Et donc, tu vois, c'est un peu un double tranchant de voir le film à rebours avec ce que nous on sait aujourd'hui, par rapport à ce que eux voulaient dire,
Moi, connaissant un peu Ridley Scott, je pense qu'il a voulu faire un film qui est plutôt fun, Ouais. qui est un peu divertissant, tu vois, qui est sorti à une époque où t'avais des films qui sont pas de cette vibe-là, qui sont un peu après, mais des trucs genre Tueur Né, genre à toute allure, ce genre de vibe, tu vois, où t'as des espèces de mi-road movie, mi-action, mi-polar. Je pense que le film a quand même anticipé certaines choses, toutes ces... Tu sais, il a quelques aspects... Moi, il me fait penser un peu à True Romance, parfois, tout ce côté-là, un peu... effectivement, après, c'est Scott tu vois, aussi. tout ce côté tarantinesque, un peu, qui va arriver après. C'était vraiment un truc dans l'air du temps. Là, qui est déjà là, ouais. Des années, parce que juste avant, t'as C'est Laure et Lula, tu sais. Ouais, t'as tout ce côté-là. Tu retrouves des... Ouais, tu reconnais quand même. des thématiques communes, des décors et tout. C'est là où... Même rien que le nom du film, tu vois. Ouais, t'as quelque chose. C'est un écho. Et puis c'est là où je parle un peu du flair de Ridley Scott, tu vois, qui est un gars qui sait... C'est un mec qui a un sens de ce qui va marcher, tu vois, il vient de la pub, donc il sait ce qu'il faut faire pour que ça marche. Et voilà, c'est un gars qui a toujours su travailler avec des personnes qui ont apporté une vraie plus-value à ses films. Si tu prends Alien, c'est autant un film de Giger et de O'Bannon qu'un film de lui. Tu vois, si tu prends Ridley Scott, si tu prends Blade Runner, bah, t'as le livre de Kadik, tu vois, qui a l'univers qui a déjà posé, que lui... Ouais. Je vais faire des gros guillemets, se contente de magnifier, de mettre à l'image. Tu vois, c'est quelqu'un qui a toujours su travailler avec des grands acteurs aussi, que ce soit Harrison Ford ou Sigourney Weaver. Ici, il a quand même Suzanne Sarandon, qui sont des actrices quand même de gros calibre. Et ça, c'est tout dans sa carrière. On trouve ça, c'est un mec qui a des bons chefs-op, qui a des bons techniciens. Mais tu vois, ces films, ils ont toujours une gueule complètement différente, quoi. Tu vois, ce que je disais, celui d'avant, Black Rain, là, c'est Yann de Bont. T'es pas du tout dans le même genre de photographie. Et c'est vrai que c'est intéressant qu'à chaque fois, fait des trucs différents, quoi. Mais bien craftés. C'est quelqu'un qui peut laisser les gens avec qui il bosse prendre un peu le lead sur certaines choses, tu vois. S'il a un bon chef, il dit vas-y, fais ton taf de chef-op. S'il a des bons comédiens, il va leur laisser la liberté de pouvoir étaler leur jeu, tu vois. Et c'est ça où, moi, je trouve la plus grande force de Ridley Scott, c'est pas d'être un auteur, c'est plutôt d'être un chef d'entreprise, tu vois, qui peut diriger le truc. C'est un bon manager. Voilà, qui va pouvoir laisser les talents s'exprimer sur son travail. Si on prend Alien, tu vois, il a vu que Giger, c'est un mec qui avait quand même un truc assez personnel, hein, c'est ouais. Et il dit, vas-y, fais-moi des décors, fais-toi plaisir, quoi. Et c'est ce qui a donné le succès d'Alien maintenant. Blade Runner, pareil, il a senti tout l'univers de Kadik, qui s'est dit, ça c'est de l'or, quoi. Du coup, je vais pouvoir y aller et tout. C'est un peu comme dans Seinfeld, quand un mec il fait this gold. C'est pareil, t'as de l'or entre les mains et il te reste plus qu'à le faire, pareil, entre guillemets, à le faire fructifier. Ce qui peut donner à tout le monde d'ailleurs, t'as des gens qui ont de l'or et qui ont fait du plomb. Et lui, il arrive à vraiment magnifier son matériau de base pour en faire quelque chose de plus grand. Oui, de carrément plus grand, parce que c'est vrai que, comme tu disais tout à l'heure, et c'est quand même, nombre de ces films sont rentrés dans le panthéon du cinéma, que ça soit par le même, qu'il soit devenu culte après coup ou sur le moment. Et puis, il a très peu d'échecs, tu vois, aussi, de gros échecs et tout, il n'en apprend pas beaucoup. Et puis on l'a pas dit, mais déjà sur Thelma et Louise, c'est Hans Zimmer qui fait la musique. Ah oui, Hans Zimmer. Ouais. Tu vois, il est déjà... Bon, c'est pas le Hans Zimmer qu'on connaît aujourd'hui, mais c'est déjà lui qui est là. Donc non, mais même Brad Pitt, regarde, Brad Pitt, c'est un peu son premier rôle un peu conséquent, entre guillemets, même si c'est un second rôle. Tu vois, moi, j'étais persuadé que, genre, True Romance, c'était avant, alors que non, c'est après. Alors que dans True Romance, il a un rôle à la con, tu vois, Brad Pitt. Ouais. Et non, c'est vrai, c'est celui-là son premier vraiment rôle. Ouais, puis après, dans le même genre, je crois qu'il a fait Kid à Fornia, c'est un peu après. C'était un peu un film pareil du vidéoclub à l'époque, ou un peu un road movie pareil quand tu es en série, machin. Et tu sais, c'est un peu lui qui a fait popper Brad Pitt comme ça à l'époque. Et aujourd'hui, Brad Pitt, c'est la légende, Brad Pitt. C'est clair, non, mais il est trop fort. Et du coup, c'est vrai que ça rentre un peu dans ce truc-là de dénicheur de talent. Ouais, puis ce qui est marrant, c'est qu'il en fait une mimbo dans son film, quoi. C'est vraiment ce qui a marqué, quoi. C'est de prendre Brad Pitt pour son physique de Brad Pitt. Ce qu'on a souvent reproché, tu vois, c'est qu'un beau gosse qui y joue et tout. Ouais. Mais il a été casté pour ça à la base. Hein. Son rôle, c'est ça, c'est de séduire Thelma et de piquer son argent, quoi. Et toi, tu sens qu'il a ce flair, quoi, Ridley Scott. Tu vois, ce qui est marrant, ce qui m'a fait bizarre, justement, en voyant Brad Pitt, c'est que, bon, tu sais, évidemment, il y a l'image de beau gosse et tout, mais je trouvais ça drôle que dans... Tu sais, il a un côté un peu teubé, et du coup, ça m'a rappelé, par exemple, les rôles qu'il a pu faire chez les Coen, genre dans After Ending, et je fais, c'est vrai que ça vient pas de nulle part, le fait qu'il était capable de se tourner en dérision un petit peu. En fait, dès le début de sa carrière, Brad Pitt, il a eu des rôles comme ça, il a pas été fait que le beau gosse, tu vois. Donc, justement, dans True Romance, il fait un mec qui est complètement défoncé, un espèce de babos et tout. On fait un très très grand acteur.
Ouais. C'est cette capacité à... Apparemment, c'est un très mauvais père, mais après, ça, c'est Ah pas... oui, bon, bah, c'est comme beaucoup d'acteurs. Ah, le comme- disent. Beaucoup On oui. peut pas être les deux. Bah écoutez, je pense qu'on a un peu tout dit sur... à moins que vous ayez quelque chose à ajouter. Non, on a fait un peu le tour de ce que je pense qu'on voulait dire. On a un peu parlé de tout. Oui, c'est ce qu'on peut résumer. Il y a un film qui, je trouve, dont on n'a pas parlé et qui, à mon sens, fait bien le trait d'union entre Thelma et Louise et All Joy, c'est Easy Rider, quoi. Pour moi, que j'ai pas revu depuis très longtemps. Faudrait... Easy Rider, c'est des mecs qui parlent et tout ça, mais Mais il y a un peu de ça, ouais. il y a un peu de ça et je sais pas, il y a des points communs avec les Ouais, la route. avec les. C'est un peu des films où le voyage importe plus que la destination, Voilà. finalement. Mais c'est intéressant pour tempérer aussi ce truc-là de parce que Easy Rider, ça date de quand? C'est avant. C'est fin des années 60. 70, ouais. Ouais, c'est bien avant. Ouais. Donc, Ouais. tu vois. Je pense que c'est 68 ou 69, moi, je Ouais, pense. c'est vraiment tout le début dans la Beat Generation et tout. Ouais. C'est un petit peu un film qui est en rupture avec. Enfin, rupture. Je sais pas, je suis pas du tout spécialiste, mais. C'est un film qui s'est fait quand même en dehors des normes Voilà. de ce qui se faisait à Voilà, l'époque, quoi. déjà à l'époque, Un film très libre et tout. Et puis c'est des mecs qui parlent plutôt qu'ils n'agissent. Là où Thelma et Louise, elles. Oui, il y a vraiment un côté film d'action, quoi. Non, Et elles Thelma et deviennent de Louise. plus en plus agissantes jusqu'à l'acte en- suprême. Donc, En fait, moi, ce qui me fait un peu bizarre, c'est de me dire que je pense qu'à l'époque, quand c'est sorti, c'était presque vu comme un film punk, tu vois. bah oui. Et alors qu'en fait, aujourd'hui, effectivement, c'est très difficile de voir ça, étant donné que les discours sur... on est beaucoup plus sensibilisé justement à ces discours-là depuis MeToo dans le cinéma, et qu'en plus l'écran, au final, même si c'est un petit budget pour Ridley Scott, c'est quand même plus que par exemple le film qu'on va parler après, tu vois. Donc c'est assez étrange de se dire c'est un film punk et aujourd'hui tu fais ça c'est Ouais, puis non même, il est dans l'écran de l'époque en fait. Ouais. C'est Là, juste on le est habitué sujet, aussi à avoir des formes plus radicales, tu vois. Ouais. Pour rester dans la famille Scott, si tu prends Man on Fire ou même Domino, tu vois, qui a tu fais des passerelles entre les deux. Domino, pour le coup, c'est un vrai film beaucoup plus punk que peut-être. Non, mais alors Thelma dans et Louise. l'écran, je suis d'accord que ce n'est pas. On reste dans une grande tradition et tout ça. Mais justement, qu'est-ce que ça veut dire être punk? Qu'est-ce que c'est? Moi, je trouve ça punk de prendre. Non mais c'est d'un point de vue historique c'est ouais. punk, mais c'est dur sans contexte. Ouais. Tu donnes le film à quelqu'un aujourd'hui qui revoit des films que de post 2000, tu vois. Ouais. Tu donnes pas de contexte, il va pas réussir à avoir le truc punk. Et je Non, trouve que le non. film, il arrive pas à Parce que traverser c'est les âges à c'est un cause peu de ça. fondateur. Et puis d'ailleurs, c'est un film qui est célébré. Je crois qu'il y a eu les 20 ans du film. Il y a plein de femmes enfin, c'était un film qui est pour les ménages, pour les femmes américaines et tout ça, un peu average et tout ça. Je pense que ça a été hyper Mais oui, important. mais bien sûr, parce que c'est très facile de s'identifier Ouais, puis pour ça, c'est les très femmes au fort, foyer, tu vois. Parce que oui, la grosse force du film, c'est d'avoir apporté une ébauche de ces thématiques-là à des femmes qui n'en avaient jamais entendu parler avant, Et tu un vois. très grand public. C'est-à-dire Par que rapport voilà, c'est ça. parce ouais. qu'aujourd'hui, on en a des films soi-disant punk et tout ça, mais qui sont vus à Beaubourg par 5 personnes. Ouais. Tu vois, donc je sais pas, moi j'ai toujours tendance à valoriser un petit peu le côté hyper grand public. Et je trouve que c'est un vrai talent, quoi, d'arriver à parler Ouais, bah, à t'as- l'américaine moyenne, etc. Et à traduire un peu ses fantasmes, parce que c'est ce que dit la scénariste. Elle dit voilà, ce film il est né d'un fantasme, d'une impossibilité de. Et en fait c'est ça quoi, le cinéma, c'est tu déroules un fil magique de quelque chose qui pourrait être et qui te ferait du bien quoi. Ouais, puis si ce film-là a pu déclencher un intéressement aux thématiques féministes, tu vois, chez des femmes qui avaient jamais entendu parler, ben, bingo, c'est tout, C'est- c'est tout bénef, quoi. Non, mais de ce point de vue-là, je pense que c'est une belle réussite. Bah écoutez, super, ça fait une très bonne conclusion pour Thelma et Louise. On va pouvoir parler du film suivant. Donc All Joy de Kelly Richards, sorti en 2006. 2006, ouais. 2006 il me semble. Et on écoute un petit extrait musical. Donc All Joy de Kelly Richards,
Ricard, tu m'as dit, Seb? Kelly Pardon. Reichardt. Ouais, parce que je l'ai pas bien prononcé. Donc sorti en 2006. Et ben encore une fois, je fais un petit tour de table. Guillaume, c'est quoi ton rapport avec Old Joy? Moi, je l'avais pas vu. J'ai découvert Kelly Reichardt un peu sur le tard quand elle a sorti First Cow, donc c'était il y a pas si longtemps. Il y a 5 ans ou 6 ans, c'est Il y a 2019, 5 je ans, pense. Ouais, il y avait eu un peu une petite hype autour de First Cow. Je sais plus Ouais. pour quelle raison. C'était des festivals. Ouais, Peut-être Cannes, certainement Cannes. Je sais plus. En fait, c'était avant c'était avant le Covid. Je sais pas si c'est sorti. Si c'est pas sorti. Un peu avant le Covid. Ah, ouais. juste un peu avant. Ok, d'accord. Et ça m'avait vraiment. J'ai trouvé ça super. J'ai trouvé ça assez. Pareil, hein, assez nouveau comme proposition. Le fait de. Ça correspondait bien à comment on me l'avait vendu. Voilà, un western, mais vraiment revisité et très très doux, quoi. Et donc, je trouve que quand tu regardes le cinéma de Kelly Reichardt, c'est vraiment. T'as des adjectifs très simples qui viennent directement, quoi. Ouais, First Cow, moi, j'avais lu, tu sais, c'est un western qui s'intéresse aux personnages qui normalement sont des personnages secondaires dans les westerns. Ouais. C'est-à-dire juste des pauvres gars qui essayent de survivre normalement, quoi. Voilà. Et du coup, je m'y étais pas mal intéressé sans creuser non plus sa filmographie. Donc, j'avais pas vu ses premiers. J'étais retourné avec plaisir voir Showing Up, son dernier en date, je crois. Et je suis très pressé de voir la suite aussi. Et du coup, j'ai découvert avec pas mal de plaisir ça, où je trouve que, enfin voilà, All Joy, où on retrouve vraiment les racines de son cinéma. C'est encore plus le cas, hein, je trouve, dans ses premiers films. Et non, on en parlait un petit peu en off et tout. C'est des films qui sont c'est très reposant, quoi. C'est très relaxant, tout en sacrifiant pas du tout une grande complexité. Parce qu'en fait, c'est un peu la complexité du moment présent. Enfin, il y a beaucoup de choses à en dire, tout en restant dans un écrin très, très... Ouais, très simple. très simple, ouais, c'est vrai que le film se révèle un peu petit à petit, qui est pas... Mais ça... Il y a un truc très empirique, en fait, quand tu regardes le film. C'est des films qui, je trouve, font du bien, ne serait-ce que... Voilà, ça dure pas très longtemps, mais ça prend quand même son temps. Il y a une ambivalence là que je trouve toujours très très bien maîtrisée chez elle, quoi. Et vraiment, on en parlait pour des films complètement différents avant, mais il y a un amour de ces personnages que je trouve très très... Enfin, en tout cas, un attachement. Je sais pas si on peut parler d'amour, mais il y a un intérêt et une affection pour ces personnages que je trouve toujours très 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 bien placé et très très juste. Oui, c'est assez flagrant. C'est parce qu'en fait, en off, on parlait de cinéastes qui aiment pas trop leurs personnages, et ça se sent aussi, ça rend les trucs un peu, ça peut rendre des films assez désagréables. Et là, c'est vrai que c'est plutôt une qualité au service du cinéma de Kelly Reichardt. Moi, pour ma part, c'était le premier film de Kelly Reichardt que je voyais. J'avais effectivement entendu parler de First Cow quand il était sorti, mais j'ai pas eu l'occasion de le voir. Et le cinéma indépendant américain, on va dire que c'est pas forcément un cinéma derrière lequel je cours. Je pense qu'on l'avait compris déjà avec l'épisode précédent sur Cassavetes. Mais j'ai été assez touché par All Joy, mais étonnamment, genre, le film m'a accueilli les dernières secondes. En fait, il m'a accueilli vraiment sur les dernières minutes du film, où j'ai enfin compris un petit peu c'était quoi ce dont parlait le film. Parce qu'au début, j'étais un petit peu pris par le côté, je suis c'est film indépendant américain, très lent, des personnages qui racontent n'importe quoi, on s'entend, tu vois. Small talk. Small talk, ou tu sais, cette séquence où ils sont dans le bain déjà, où tu sais, il lui raconte l'anecdote à vélo et tout. C'est un peu le genre de truc que tu peux voir dans ce type de cinéma, et qui, je vais pas dire un truc de poseur, mais c'est un truc un peu de style, quoi, mais où il n'y a pas de substance derrière. En fait, le film a une vraie substance, et on va en parler, on va en parler plus profondément, mais du coup, c'est assez rare que vraiment, pendant tout le film, je fais j'arrive pas trop à rentrer dedans, et que la toute fin, je fasse ok, c'est trop bien. C'est bizarre. Je trouve ça hyper intéressant, parce que je pense que ta réaction, elle souligne parfaitement le sujet du film. Enfin, en fait, ce de quoi ça parle, quoi. En fait, on en parlera tout à l'heure, mais sur le fait de quelque chose qui est passé, ouais, et dont on n'a pas vraiment profité sur le moment,
et dont on prend conscience quand le moment est terminé. Je veux dire, All Joy, c'est ça. Enfin, c'est comme ça qu'elle. Il y a cette phrase très fondamentale qui est très très belle sur la définition de la tristesse comme étant une joie passée. Une joie passée. C'est ce que tu décris d'une certaine manière. En fait, moi, je pense qu'en plus, je me suis retrouvé dans la situation Alors, je me souviens plus du nom des personnages. C'est Kurt et Marc. Marc. En fait, j'ai dû me retrouver un petit peu dans la situation du personnage de Marc, c'est-à-dire que j'ai assisté à tout ça en étant un petit peu aveugle à ce qui se passait vraiment des personnages. Et à la fin, le film me remet face, en fait, je fais... Ah, mais en fait, t'as pas été attentif, comme si j'avais pas été attentif à ce que traversait un ami ou un truc comme ça. Et vraiment, ça me l'a mis dans la gueule, en fait. Ça, c'est très je trouvais ça super, super fort de réussir à faire ça. Après, peut-être que on va en parler plus profondément. Je sais pas si j'ai bien compris le film. Il y a des choses que j'ai saisies. Je fais, ok, d'accord, ça parle de ça. C'est vraiment très, 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 très intéressant. Et toi, Seb, du coup, tu voulais vraiment parler de ce film. Donc, dis-nous, c'est quoi ton rapport à ce film et à Kelly Reichardt dans l'ensemble ? Un peu comme beaucoup de monde, Reichardt, j'avais découvert avec All Joy. Moi, je suis un gros fan de western, donc du coup, dès qu'il y en a un, je vais le voir. Et celui-là, c'est un western, mais qui avait vraiment une patte particulière. Avec t'as dit All Joy. Non, First Cow, pardon. Ouais. Du coup, c'est un western qui a vraiment un côté très particulier. Moi, quand je l'ai vu, ça m'avait fait penser au Port du Paradis de Cimino, mais en version vraiment hyper chill, où tu vois ce que tu montres pas les Ports du Paradis, parce que t'as les thématiques communes, genre le capitalisme et tout, qui sont vraiment amplifiées de façon magnifique dans les Ports du Paradis. Et là, c'est vraiment du cinéma en très terre à terre. Du coup, j'avais fait un peu des liens entre ça. Après, bon, moi, je me dis, putain, cette meuf, elle a un truc qui m'avait parlé. Et après, ils avaient réédité ces films en Blu-ray. Et du coup, moi, sans avoir vu, je les ai achetés parce que je me dis, bon, je vais creuser ça. Et du coup, j'ai vu All Joy, River of Grass. Et All Joy, ça m'a vraiment marqué en le voyant. Je me dis, putain, ça, c'est un film. C'est un film qui a quelque chose en plus. Et je suis vraiment tombé amoureux de ce film. Et puis, je l'ai revu là. Et je trouve que j'ai encore préféré à cette fois-là. Parce que c'est un film où vraiment, il n'y a pas grand-chose, mais il y a beaucoup de choses que tu peux deviner ou que tu peux sentir. C'est un film qui est très sensitif, voilà. Ouais. Parfois, tu as juste un enchaînement de plans, quelque chose, tu te dis, putain, là ça parle de ça, là, il y a ça, il y a ce rapport-là entre les deux. Mais je pense que c'est un film, malgré sa simplicité relative, tu le vois 2, 3, 4 fois, tu peux vraiment découvrir que le film prend de l'ampleur à chaque fois, malgré son côté... Le film dure 1h15, c'est vraiment très très court. Le scénario, il doit tenir sur 2 pages. Et c'est un truc qui est très simple, tu vois. 49 pages de scénario. Ouais. Tu vois, en cinéma, c'est rien, quoi, 49 pages. Non, c'est la moitié. Et malgré tout, tu as beaucoup de choses qui sont dans les non-dits, dans les regards, dans les silences entre les personnages. Et ça, c'est un truc que moi, j'avais vraiment, vraiment, vraiment beaucoup aimé. En fait, c'est agréable, c'est à l'économie, tu vois, par rapport à... Mais c'est ça, clairement. Ouais. Tu vises pour tirer, quoi. Enfin, ce que tu mets dans le film, il n'y a pas de gras. Et on est tous un peu dans la musique, toi, qu'on en fasse, qu'on en écoute. Là, tu as l'impression de voir une meuf avec une guitare, et c'est tout, quoi, qui te raconte une histoire. Et pareil, la musique est très, très complémentaire du film et tout. Donc voilà, c'est un film dont vraiment j'ai envie de parler pour ça. Le fait qu'il y ait peu d'éléments, c'est un peu... C'est presque physique, quoi. Moins il y a d'éléments, plus tu vas focaliser sur les 10 éléments qu'on te donne. Et c'est un écueil dans lequel tombent beaucoup de jeunes cinéastes, ce qui est normal, tu vois, aussi. Tu veux en faire beaucoup et tout, alors qu'en fait, il y a un truc qui est très, très suffisant. Mais moi, je comprends qu'on le fasse, parce qu'en fait, au scénario, tu n'as pas l'image, tu es dans une forme de projection. Mais une fois que tu as le son et l'image, et cette capacité à te rapprocher des éléments, à rester, parce que c'est beaucoup ça, je trouve, All Joy, c'est qu'elle va s'apesantir sur un plan, enfin elle va laisser la caméra tourner un petit peu plus longtemps que ce que d'autres auraient fait et tout. Et du coup, il y a vraiment quelque chose, comme tu dis, d'assez sensitif, sensoriel qui se passe, mais presque malgré tout, quoi. Ouais, mais c'est un peu ça entre dans la fabrication du film, pareil. Parce que quand elle a commencé à faire le film, elle savait pas si elle allait en faire un court, un moyen ou un long. Parce qu'elle a fait un premier long en 94. Ouais, il y a 12 ans d'écart. River of Grass, ouais.
Après, pendant 12 ans, elle a essayé de monter des projets, mais Elle y arrivait pas. qui sont pas faits et tout. Bah, j'avais lu qu'elle disait que le fait, à cette époque-là, le fait d'être une femme, c'était assez difficile dans l'industrie, parce qu'on ne voulait pas de ses projets, personne n'avait confiance. Alors même que son premier film, j'ai oublié le nom. River of Grass. River of Grass, ouais, avait été, je sais pas s'il a été primé, mais il me semble qu'il a dû recevoir des prix, mais il était au moins en sélection, genre à Sundance. Ouais, c'est vraiment un film, et tout. film indépendant, Sundance. Ouais. Ouais. Mais du coup, ça lui a permis vraiment de maturer, de maturer ce film-là. Et alors, juste avant qu'on fasse vraiment le contexte sur elle, je pense qu'on peut juste faire un petit résumé Oui, j'ai rapide, oublié. parce que c'est vrai qu'on a, pour les gens qui l'ont pas vu, et j'ai l'impression que pour le voir, c'est un peu, enfin, nous on l'a trouvé sur Mubi, mais Ouais, c'est un peu compliqué, malheureusement. ouais, il n'a pas l'air. Une Enfin, grande tu trouves diffusion, pas ouais. énormément d'infos sur le film. Ouais. Du coup, ouais, le résumé, en gros, c'est assez simple. Donc, c'est Kurt et Mark, deux anciens amis, qui décident, sous l'impulsion de Kurt, d'aller faire un week-end en camping, donc d'aller dans la forêt pour se retrouver, deux amis isolés un peu du monde et parler de leur amitié, quoi. Et le film, c'est ce que le film raconte finalement. Il y a un MacGuffin qui est une espèce de source chaude ou je sais Ouais, pas c'est quoi. ça. là. Bon, c'est pas les sources chaudes de Shaitan, mais Ouais, un ouais, peu ce côté-là. Un gros En fait, oui, il y a Kurt qui veut emmener Mark dans des sources chaudes naturelles, un espèce d'onsen japonais, mais qui est dans les forêts de l'Oregon. Et donc, ils font ce voyage tous les deux avec un chien pour aller se baigner entre amis dans les sources chaudes. Exactement. Sachant que en termes de caractérisation, c'est un petit peu similaire au très très classique, c'est-à-dire de prime abord, on part avec un personnage qui est plus mûr, sur le point d'être père. Donc c'est le personnage de Mark versus le personnage de Kurt qui est un peu présenté au départ comme Un grand ado, toujours. un grand ado, un mec qui n'a pas vraiment grandi, etc. Et même ça, elle arrive à le renverser un petit peu, quoi. Enfin, à le renverser, à questionner cet état de fait. Voilà. Du coup, elle avait réalisé un long, donc River of Grass. Et ensuite, il y a eu 12 ans qui ont séparé les deux films, parce qu'elle a eu des projets qui se sont pas montés. Donc pendant ce temps-là, elle a continué à travailler, donc elle a fait des courts-métrages en Super 8. Où Ouais, elle j'ai vu ça. en a profité pour apprendre le montage sur ça. Donc maintenant, elle monte ses films. Donc elle a continué à travailler sur ça. Puis après, elle a fait trois moyens-métrages. Pareil, qui ont été financés avec des très petits budgets, où elle a commencé à peaufiner un peu son art du montage, et de la mise en scène. Déjà, et tout. Alljoy, il est en. Je l'ai noté ça, parce qu'en général, c'est un truc qui. Il a été tourné en 16 mm. Ouais, c'est ça. Il est Ouais. gonflé en 32, et ça se voit un peu. Moi, j'adore le 16 mm gonflé. Je trouve que ça donne toujours Ouais, il y a vraiment un cachet de une ouf, vraie quoi. vie à l'image. Ouais. T'as la pellicule, mais c'est toujours un peu plus crado, parce que c'est un Ouais. poil plus flou, un Ouais. poil. Puis là, les c'est- flous, il y a... Ça se voit à certains moments, ouais, tu le vois. Ça y va. Et ouais, donc elle a fait ces moyens-métrages là. Et ensuite, quand elle a tourné, en fait, elle cherchait des projets et elle a rencontré un auteur qui s'appelle Jonathan Raymond, qui est un auteur américain qui écrit des romans et des nouvelles. Et donc, elle avait une nouvelle qu'elle voulait adapter, qui sera Fosco plus tard, mais à l'époque, elle n'avait pas les moyens pour le faire. Donc, elle lui a demandé s'il n'y avait pas un projet un peu d'une ampleur un peu beaucoup plus, un plus petit projet, entre guillemets. Et donc là, il a proposé une nouvelle qu'il avait écrite. Et cette nouvelle a été inspirée par un travail d'une photographe qui s'appelle Justin Kurland, qui était un travail photographique. Et donc, lui, il a pris Donc, en fait, c'est une triple adaptation. Donc, c'est un travail photo qui a été adapté en nouvelle par Jonathan Raymond et qui ensuite a été adapté en film par Kelly Reichardt. Et donc là, aujourd'hui, Raymond, ça reste son scénariste sur quasiment tous les films qu'elle a fait jusqu'à maintenant. Donc elle prend Uncle Joy, elle prend le film, elle commence à tourner. Et donc elle a eu un budget de $30 000 pour tourner le truc. Il y avait 6 personnes sur le tournage. Ah, putain. Donc il y avait elle, il y avait 2 acteurs, il y avait quelqu'un du son et de l'image, et c'est à peu près tout. Et donc au départ, où elle commence à faire le film, elle ne sait pas si ce sera en long, si ce sera un moyen, ou si ce sera un court. Donc elle part comme ça avec une idée, avec un scénario de 49 pages, comme disait Guillaume. Elle commence à tourner et tout, et c'est ça qu'on retrouve aussi dans le film, où parfois tu as des plans qui sont un peu plus longs qu'ils n'auraient dû. Tu as des plans de coupe, des plans de forêt et tout. Et donc c'est sur ce tournage-là où elle va définir l'Oregon comme son lieu de cinéma, elle. C'est-à-dire que tous ses films, pratiquement, jusqu'à la fin, se tournent dans l'Oregon. Il n'y a que First Cow qui se tourne dans le Montana, mais c'est pas très loin, c'est un peu à côté. Alors même que, tu sais, elle vient pas de l'Oregon. Oui, c'est ça. Je me suis fait poser la question, je me suis dit, non, mais elle doit venir de là, on pourrait comprendre, tu vois. Non, elle est née en Non, Floride. c'est vraiment en tournant là où elle est. Ouais. Je crois que c'est Floride. Hein, ouais. Elle est tombée vraiment amoureuse de l'Oregon.
Et aussi, un truc qui est un peu important de dire, c'est elle était amie avec Todd Haynes, donc le réalisateur Todd Haynes. Et donc, c'est par son entremise qu'elle a rencontré Jonathan Raymond, où ils étaient amis, donc par... Il a produit certains de ses films, je crois. Ouais, il a beaucoup aidé à travailler sur ça. Et donc, Jonathan Raymond, c'est un ami commun et tout, qui maintenant est devenu un collaborateur régulier et très proche de Kelly Reichardt. Et donc voilà, elle a commencé à tourner ce film en sachant pas ce qu'elle allait en faire. Elle dit, je vais tourner ça, cette histoire-là. Et donc l'acteur qui joue Kurt, donc c'est Will Oldham, qui est un musicien de folk music, qui jouait déjà dans son précédent moyen métrage qui s'appelait Odd, je pense. Donc là, elle commençait à se faire un peu une famille de cinéma. Tu vois, moi j'aime bien ce genre de truc là où tu travailles avec les mêmes personnes. J'ai vu que lui, il avait tourné avec Harmony Korine aussi. J'ai pas vu Julien Donkey Boy. Il joue dans Julien Donkey Boy, ouais. Donc c'est un gars voilà qui crapahutait un peu dans ces milieux-là. Ou pareil, Harmony Korine, c'est quelqu'un dont la musique est très importante dans les films. Et Kelly Reichardt aussi, la musique est très importante dans son cinéma. Là, ici, c'est la bio, elle est faite par Yo La Tengo, donc ça apporte un côté encore un peu contemplatif au film. Plus indépendant. Voilà, c'est ça. Où là où tu vois vraiment que la façon dont le film a été fait, en ne sachant pas exactement ce qu'elle allait en faire, ça a influencé sur le résultat final. Où tu as un film qui dure 1h15, qui est un format vraiment un peu bâtard, c'est très court pour un long, c'est très long pour un moyen. Et c'est ce format qui flotte un peu. Moi, j'adore 1h15, c'est mon... Moi, je pense qu'il faudrait normaliser la démarche de Kurosawa de faire des films de 50 minutes. Si ça suffit, ça suffit. Il n'y a pas besoin de faire plus. Ouais, c'est vrai. Et là, 1h15, c'est la durée... Et encore, je dis 1h15 avec un HD qui est quand même assez long, qui dure 6 minutes. Donc, en gros, tu as 1h10 d'image, quoi. Et c'est largement suffisant pour raconter tout ce qu'elle a à dire. Et donc, je trouve ça intéressant que tu commences un film sans vraiment savoir ce que tu vas en faire, quoi. C'est vraiment une démarche qui est purement artistique. Je vais filmer ça, et puis on verra ce qui va en sortir. C'est très performatif, même avec l'idée d'un road movie, hein, c'est pareil. Oui, c'est ça, ouais. Part sans... eux, en l'occurrence, ils ont un point de chute, c'est source chaude, mais souvent, dans les road movies, tu pars sans trop... Tu trop voyages, savoir, quoi. ouais. Donc là, c'est vrai que c'est plutôt un voyage intérieur, quoi. Mais, Ouais, puis le film est aussi structuré d'une façon un peu... où au départ, quand t'as Kurt et Mark se parlent, la première fois, ils se parlent au téléphone. T'as Kurt qui appelle Mark pour lui proposer ce voyage. Puis après, t'entends des voix qui viennent d'une radio qui te décrit un peu la situation un peu politique des États-Unis à cette époque-là. Donc t'as beaucoup de voix qui sont extérieures au personnage, finalement, quand le film commence. Et c'est vraiment quand les deux se retrouvent. Bon, ça prend 10 minutes pour qu'ils se retrouvent. Et vraiment là, t'as vraiment ce dialogue qui commence à arriver. Mais avant ça, t'as toujours Mark qui entend la voix de Kurt qui arrive de loin. Et c'est déjà un petit indice, tu vois, sur la relation entre les deux, où tu sens qu'ils se sont un peu éloignés. T'as Mark qui a sa femme, qui va avoir un enfant et tout. Et t'as Kurt qui est toujours un peu entre deux eaux. Tu t'imagines, c'est le mec qui dort sur un canapé à gauche, à droite. Et au fil du film, tu vas un peu tu vas comprendre un peu la relation entre les deux. Et sans spoiler, oui et non. En fait, le film documente la déliquescence d'une amitié entre deux hommes. Donc c'est deux gars qui étaient, j'imagine, très proches, que la vie a séparés et qui se font un dernier baroud d'honneur, tu vois. Et pendant tout le film, tu sens qu'ils ont plus rien à se dire. Ouais, que c'est off un peu, et c'est vraiment un truc que tout... Alors, en termes de thématique, c'est tellement universel. On a tous connu ça. On a tous connu ça, ce truc où c'est trop bizarre, toi. C'est trop différent. Il y a des gens que tu peux ne pas voir pendant 20 ans, et tu les revois, tu fais « Ah, ça a pas changé », et d'autres, tu fais... Et c'est vraiment... Ouais, il réussit assez bien à retranscrire ce sentiment. Qu'ils ont été très proches pendant longtemps, et puis ça arrive un moment où leur relation est finie, quoi. Et alors, moi, je trouve, c'est aussi ce que j'ai perçu du film, mais en regardant un petit peu d'autres avis, il y a des gens qui ont vu autre chose, une forme d'homoérotisme on peut difficilement se passer, parce qu'il y a quand même ce truc effectivement d'entremêlement des corps à un moment. Les plans sont très dans cette simplicité qu'on a décrite. Ce qui est super, c'est qu'elle se permet des cadrages qui sont quand même très très élaborés, avec des choses qui viennent boucher la vision au premier plan, du flou, enfin des choses comme ça. Et je trouve pas ça déconnant, cette lecture, comme quoi, en fait, ce qui est vachement bien, c'est que tout ça, en fait, on le sent, le fait que ils ont été très proches de ça, mais que ce soit sur ce sujet-là ou tout le reste, en fait, elle
contextualises jamais. C'est-à-dire que les personnages, tu les prends, ils arrivent dans le film tels qu'ils sont, il n'y a pas de backstory, il n'y a pas de truc comme ça. En fait, tu as les éléments qu'on te donne, et à partir de là, tu te fais un petit peu ton sandwich, quoi. Non, mais moi j'avais noté justement que tu sais, il a été présenté parfois sous l'angle LGBT et tout. Moi je trouve ça vraiment très curieux et je trouve ça même un peu dommage de présenter sous un angle justement un peu homoérotique. Ça, en fait, pour moi, ça casse un peu le truc de se dire que la sensibilité, elle pourrait pas. Enfin, le fait que le film soit sensible, présente des personnages et des hommes sensibles, c'est obligatoirement un angle homo-érotique, tu vois. Mais... Alors, je suis d'accord, tu sais, qu'il y a par exemple la séquence du bain, où il le masse et tout, ça peut être un peu curieux, mais je trouve ça étrange. Non, mais moi, je comprends ce que tu veux dire, mais je vois pas trop ça sous le côté. Pour moi, c'est plutôt une ouverture. C'est qu'en fait, on sait pas. Et c'est pas grave du tout. Non, ouais. On sait pas ce qui s'est passé dans la vie de ces deux hommes qui les a amenés à se séparer. Oui, et je trouve que c'est valable comme... c'est pas qu'ils aient été en relation, tout ça, mais qu'ils aient pu éprouver des sentiments qui dépassaient un petit peu le... Moi, je trouve que c'est très en lien avec aussi un truc très masculin, quoi, de ce que raconte le film. C'est-à-dire l'impossibilité, pour la plupart des hommes, à exprimer vraiment leurs émotions. On n'a pas du tout besoin d'aller, je suis d'accord, jusqu'à la thèse homo-érotique. Ouais. Mais je trouve ça joli qu'on puisse le suggérer sans forcément qu'elle soit appuyée et qu'elle soit... En plus, à certains moments, tu sens une petite pointe de jalousie, tu vois, de Kurt envers la nouvelle vie de Marc, tu sens qu'il a une femme et tout. Tu sens que parfois ça le... Et t'as aussi ce plan où il... Donc quand ils sont dans les sources chaudes, t'as Kurt qui vient masser, masser Marc. Qui finit par se détendre. Voilà, et là t'as un plan sur sa main où tu vois vraiment son alliance, tu vois. Et ça peut pas être là par hasard. Son alliance qui coule. Voilà, tu vois, où il met sa main dans l'eau et tout. Après, ça peut être juste façon de s'oublier, tu vois, il est là, il kiffe et tout. Ouais, mais c'est pour ça, c'est très ouvert, quoi. En fait, c'est un film qui te pose des choses, et puis toi, moi, c'est un film où j'aime bien. C'est un peu, c'est des films miroirs où c'est plutôt toi qui vas voir ce que tu as envie de voir que le film va t'imposer des choses. Et pour moi, ils sont pédés, ok. Et tu vois, t'as ça. Je pense qu'il y a une relation. Moi, je suis un peu comme Max, je pense qu'il n'y a pas ça. Mais s'il y a cette relation, c'est surtout de Kurt envers Marc. Parce que Marc, lui, il n'a aucun moment peut avoir d'ambiguïté, tu vois. T'as surtout Kurt c'est lui qui raconte beaucoup de choses. En fait, je pense que cette ambiguïté, elle peut exister justement, même dans une amitié hétérosexuelle, parce qu'on a toujours des injonctions à la masculinité. Je sais pas comment expliquer, mais justement, je trouve ça bien que le film n'aborde pas vraiment ce sujet de manière ouverte, quoi. Oui, parce que c'est bien qu'à un moment, tu vois que tu vois, si pour cette thèse-là, si t'as vu la scène entre deux filles qui se font des massages, ça aurait choqué personne. Parce que c'est, les filles, les amis ont des relations beaucoup plus tactiles, tu vois, par rapport c'est vrai. Par rapport aux hommes, ils ne sont pas habitués à se toucher entre eux, tu vois, sans qu'il y ait rien autour. Là, le fait qu'il arrive, qu'ils sont dans une source chaude, qu'ils sont à poil tous les deux, qu'ils le massent, tu vois, comme tu es habitué à ce que les hommes aient une relation beaucoup plus éloignée, tu vois, basée sur la blague ou sur ce qu'on appelle un peu le tough love, tu vois. De voir vraiment une vraie dimension qui peut être de l'amitié ou de l'amour, ça te provoque quelque chose qui est un peu étrange. Mais moi, je pense que ça reste de l'amitié, tu vois, où c'est Kurt qui essaye. Tu sens que dans les deux, Kurt veut continuer la relation amicale, là où Marc, il est passé à autre chose déjà. Depuis le début du film, tu sens qu'il est passé à autre chose. Et moi, je vois ça comme une tentative de Kurt d'essayer pour que les deux restent amis. Mais après, ce qui est marrant, c'est quand même que Marc, tu vois, il y va pas à reculons, tu vois. Il est saucé depuis le début, mais Et quand même, le film commence sur un espèce de bémol où il demande à sa femme si ça la dérangerait pas qu'il aille en week-end avec Marc. Donc ça commence sur une espèce de conflit qui en fait en est pas un, parce qu'il n'y a pas de... Non, que sa femme lui dit, tu demandes mon avis, il dit non, il dit j'ai pas besoin de ton avis, je te le dis, quoi. C'est assez original, parce que je pense que dans d'autres circonstances, dans d'autres cinéastes auraient fait une espèce de conflit et ils auraient fait partir le personnage de Marc en embrouille avec sa... Après elle l'appelle, tu vois, et tout ça se passe bien, machin. Et à un moment aussi, ils sont dans un... Pas comme avec Thelma, quoi.
Voilà. Et ils sont dans un diner et sa femme l'appelle. Et tu sens que Kurt, il est un peu jaloux, tu vois, que la femme s'immisce un peu comme ça dans ce qui devait être leur week-end. Leur week-end à eux deux. Et donc voilà, c'est cette histoire-là. En plus, c'est la scène où lui, il dit c'est un peu Kurt en disant ouais, bah tu sais comment il est, on trouve pas le truc et tout. Tu sais, donc tu sens qu'il y a déjà. Tu sais, c'est vraiment tout c'est presque un film séquentiste où t'as tous des petits points comme ça que tu vas relier pour te faire l'histoire et tout. Avec cette grande séquence centrale du feu de camp, là, où c'est la seule fois du film où un des deux hommes, donc en l'occurrence Kurt, dit vraiment les choses, quoi. Et c'est hyper beau. Parce que c'est un film où quand t'as un peu des troubles de l'attention ou quoi, tu peux aussi un petit peu décrocher. Bah moi c'est ce qui s'est passé, c'est pour ça que ça a été assez dur. Mais je trouve, je sais pas ce que t'en penses, mais cette séquence là du feu de bois, il se passe un truc qui est assez fondamental dans le film. Avant l'autre, c'est la séquence qui est plus sensorielle des bains. Il y a un truc où on est en plein dans une matrice qui est bien connue, quoi, même si c'est pas un western ou c'est plutôt un road movie, mais les deux hommes qui parlent autour d'un feu de camp, c'est un principe du cinéma. Et c'est vraiment avant ça et après ça, c'est que du small talk. Il y a juste une espèce de faille à un moment où Kurt dit mais il y a un truc qui a changé entre nous, quoi. Il n'arrive pas à mettre de mots dessus parce qu'il y en a pas. Et c'est pour moi, t'as toute la thèse du film qui est là, quoi. Oui, ils n'arrivent pas à verbaliser correctement. Ils n'arrivent pas à verbaliser, mais parce que à la fois c'est des hommes, donc en fait c'est galère parce qu'on les a jamais éduqués à ça. Et ce truc-là, c'est entériné par Marc qui désamorce tout de suite le truc en mode mais non, mais tout va bien entre nous, avec une accolade un peu sympa, un peu pote, viril et tout ça. Et à la fois, je pense aussi ce que le film raconte, c'est que c'est des choses qui, femme ou homme, mais en fait, ça se passe de mots. En fait, ils essaient de mettre le doigt sur un sentiment qui est très évanescent, quoi. Où il n'y a pas vraiment forcément de cause à la fin d'une amitié. C'est comme on a l'habitude de dire, il y a pas d'amour, il y a que des preuves d'amour. Finalement, moi, je vois ce film comme la description d'une ultime tentative de preuve d'amitié, mais qui en fait déraille. Qui déraille. Et je trouve, en termes de jeu, cette séquence, elle est assez... Parce qu'il se met un peu à pleurer, il est un peu bourré. Ouais. Et finalement, quand il capte que l'autre, il va rester dans son logiciel d'homme, c'est-à-dire à éviter le conflit, à éviter de parler vraiment d'émotion. Il se remet sur les rails, il dit non mais t'as raison, tout va bien. Ouais, c'est marrant. Moi, tu vois, par exemple, avant, j'ai pas réussi à capter qu'il y avait un truc qui était off. Pour moi, c'est vraiment cette séquence qui fait le déclencheur. Enfin, off entre eux, quoi. Et, il y a des petits regards, en fait, un peu méprisants. Ouais, mais c'est... En fait, moi, j'ai pas... Au début, tu vois, comme je t'ai dit, je fais... Oui, bon, film indépendant américain, bla. Oui, et t'arrives pas... Tu penses pas obligatoirement... Ok, en fait... Si t'arrives à être vraiment attentif, à vraiment regarder et tout, et c'est pour ça que le film il se révèle quand même petit à petit. Enfin moi c'est ce que j'ai trouvé, quoi. Ouais, c'est ça que je disais, c'est que malgré sa simplicité en apparence, c'est un film qui gagne vraiment à être revu plusieurs fois, je pense. Et je faisais le parallèle avec un album de post-rock où vraiment c'est ça. Pour une fois que tu l'écoutes, ça ressemble à 1000 groupes de post-rock, puis tu te poses, tu mets un casque, tu l'écoutes et tu vois les détails qui arrivent, et tu sens qu'il y a un vrai univers qui se crée. Là le film pareil, en le revoyant, tu connais le gros de l'histoire. Et quand tu le revois, tu remarques des petits détails, des petites choses comme ça. Moi, pareil, un truc que j'ai remarqué sur cette scène de feu de camp, c'est que la flamme vient flouter le visage de Marc à plusieurs reprises. En fait, la caméra fait le point sur la flamme, et donc t'as Marc qui passe dans le flou. C'est comme si lui était un peu perdu dans ces trucs, pendant que Kurt, lui, il lui fait son discours un peu le plus vrai du film. Donc t'as aussi ce côté-là qui est montré par ça. Et t'as aussi un truc, c'est un détail que j'ai capté là en le revoyant, c'est que tout le film part d'une espèce de déliquescence comme ça. Donc la voix, la radio parle de la perte des valeurs genre de la gauche américaine. Tu vois, l'Amérique commence un peu à partir donc on est en 2006, donc il faut remplacer. Donc l'Amérique commence un peu à décrépir. Pareil, t'as des plans sur les paysages qui commencent par une banlieue un peu pavillonnaire, puis tu passes à une ville un peu en friche, puis t'as vraiment la forêt. Et t'as ce côté comme ça, vraiment fin de quelque chose pour arriver à quelque chose d'autre. Et c'est dans tout ce background qui est juste là. Si tu le vois pas, ça change pas vraiment le film. Et c'est dans ce background-là où tu vois que les personnages vont arriver. Et là aussi, tu as l'impression, à la fin, de voir quelque chose qui se termine.
Et moi, où j'ai vu ça en faisant le pari entre Thelma et Louise et Oldjoy, c'est qu'à la fin du film, Thelma et Louise, elles n'ont jamais été aussi proches qu'elles le sont à ce moment-là, à la fin du film. Et là, Kurt et Mark, ils n'ont jamais été aussi éloignés que là, quand le film se termine. En fait, le film se termine d'une façon assez triste quelque part, mais à la fois, c'est un film qui est à la fois réconfortant, mais un peu mélancolique, tu vois. C'est vraiment beaucoup de trucs contrastés comme ça. Et tu peux faire des liens entre les deux films, où dans Thelma et Louise, c'est vraiment une amitié qui se transforme au moment en sororité, et dans Oldjoy, c'est une amitié forte qui se termine. Mais c'est même la nuance que j'apporterais, c'est que c'est en fait c'est ça qui rend le film un peu dramatique et qui, je pense, qui fait qu'on arrive sur cette note assez triste à la fin, c'est que en fait c'est le cas depuis le début du film, quoi. Oui, c'est ça. En fait, c'est vraiment un film qui s'attache à l'instant présent, et en fait dans l'instant présent ils sont à la recherche, en tout cas Kurt il est à la recherche d'une étincelle, mais elle n'existe plus, donc c'est même pas c'est quand même assez resserré, quoi, comme temporalité. C'est un week-end. En fait, c'est marrant. C'est vraiment une parenthèse, et même d'un point de vue structure, tu évoquais la radio, le fait que ça commence, t'as la radio, ça termine la radio, donc ce qui correspond à la vie de Mark et tout dans la société, que d'un coup tout ça s'est mis en pause pour voir ça et pour voir la fin de quelque chose finalement. Donc cette Old Joy, comme ils disent, c'est les vieilles joies, c'est... La tristesse n'est qu'une voix passée. Ouais, voilà, n'est qu'une voix passée. Et c'est... Ouais, non, je sais plus où j'allais avec ça. Tout le film tient sur ça, quoi. Ouais, tiens, et c'est assez curieux, quoi. C'est assez intéressant. Mais on peut y voir aussi ce côté un peu macro très sur les personnages de cette amitié qui est, en fait, on imagine morte depuis un moment et qui lance une tentative de ravivement, quoi. Mais par rapport à ce que tu disais sur le contexte américain, voilà, 2006, une Amérique qui est un peu fracturée, qui commence à être un petit peu plus fracturée encore. Je crois qu'on est après Bush. Et j'avais vu pas mal de parallèles comme ça, en fait, où les deux personnages incarnent cette Amérique un petit peu irréconciliable, quoi, tu vois, parce que dans leur discussion au début, il y a plusieurs mentions de l'embourgeoisement des villes, ouais. Du fait que des trucs sont devenus des magasins smoothies, des trucs comme ça, et donc il y a cette nostalgie-là, et les personnages le portent un peu en eux, c'est-à-dire que t'as aussi, voilà, Mark, il a embrassé cette espèce de... Ouais, Mark est un peu c'est gentrifié, ouais. Il a, voilà, American Way of Life, une femme, un enfant, il est quand même à un moment je crois que c'est avec sa voiture qu'ils partent, je pense. Donc lui a une voiture en plus. Ouais. Et tu vois, quand ils arrivent, en fait, lui a sa bagnole, et Kurt, il vient avec une glacière. En fait, moi, je me suis posé la question, justement, quand je te disais la fin du film, je fais, mais attends, mais est-ce que c'est même pas un SDF, quoi? En fait, quand tu disais, il dort sur des canapes, c'est ça que j'ai trouvé super fort, le fait de jamais l'évoquer, et juste, si t'es attentif, au début du film, il arrive avec une glacière, il arrive pas du tout avec une télé. Et à la fin, il le dépose, et en fait, il passe un truc, il pose ses affaires derrière une porte, il rentre pas dans un appartement, et après, on le voit errer dans la ville. Et tu fais waouh, mais en fait. C'est quoi à la fin? C'est de la cam? En fait, à la fin, il rencontre un vrai SDF. Ouais. Et le mec demande, il tape pas une pièce, il dit non, j'ai pas de pièce et tout. Et après, il revient, il lui file une pièce. Ouais. Et donc, moi, j'avais lu un truc qui disait qu'en fait, cette pièce, c'était le dernier lien qui le séparait d'être SDF, tu vois. C'est que lui, il peut encore donner une pièce à un SDF. Alors que le SDF n'en a plus. Et lui, il a encore cette pièce, tu vois, qui peut... Et si tu regardes, le SDF, il ressemble un peu à Kurt. Il est un peu habillé dans les mêmes tons. Il a un peu une barbe comme lui. Et le fait que lui, il dise non, j'ai pas de pièce. Et puis il se dit, finalement, j'ai quand même lui donner une pièce. Tu sais, je pense pas que c'est se mettre au-dessus du gars, mais c'est dire, moi, je peux encore donner une pièce à quelqu'un où lui ne peut plus, tu vois. Ouais. Et donc, et après, quand tu revois le film, tu sens à plusieurs moments, et c'est... Moi, c'est à la fois un film sur la déliquescence, donc une amitié entre hommes, et c'est aussi un film sur la difficulté des hommes à ne pas se parler, et que quand un des deux se met à parler, toi tu perçois pas ce qu'il veut te dire. C'est-à-dire que lui il dit pas frontalement, voilà, je sais pas où dormir et tout, mais tu sens qu'il y a des petites touches de rapprochement, et Marc il le remarque pas. Et ça alors que s'il lui avait dit frontalement, je pense, voilà, je peux dormir chez toi parce que je suis en galère, je pense que Marc aurait dit oui, tu vois. Mais là il ose pas lui dire pour préserver je sais pas trop quoi, et Marc n'arrive pas à le percevoir, donc c'est une espèce de double porte comme ça, où le mec n'ouvre pas la porte, et quand il l'ouvre, l'autre ne voit pas ce qu'il y a derrière. Et c'est très fin, mais c'est un truc qu'on a vraiment tous connu, quoi, à ce moment-là où tu vois quelqu'un essaie de te dire un truc, toi tu captes pas les signaux forcément, tu te dis ouais mais ils sont pas assez gros, machin. Et donc t'as pas vraiment de coupable ni de gars, c'est un peu les deux qui se cherchent, qui arrivent pas à se trouver finalement,
qui se basent sur leur amitié passée pour se dire bon ben voilà, lui c'est mon pote donc tout va bien. Bon là j'extrapole un peu, mais c'est quelque chose qu'on retrouve souvent dans les gens qui se suicident. T'as les amis qui disent ben on n'aurait pas pu, on n'aurait pas vu, on n'a pas deviné et tout. Et après, quand ils repensent, ils disent ouais, il y avait peut-être des petits signaux que j'ai pas réussi à capter, tu vois. Ou des fois aussi que tu veux pas. Ouais, que t'as pas envie, tu dis non, mais ça va passer, volontairement, tu t'essayes de pas les voir. Pour moi, il y a de ça là complètement. Et d'ailleurs, oui, parce que moi j'ai vu le film après que toi tu nous ai dit sur la conve. Les dernières secondes. Et du coup, j'étais particulièrement attentif et je me demandais si c'était la toute dernière séquence avec Kurt ou si c'était lorsque Mark dépose Kurt et là, il y a un plan qui dure encore une fois un peu plus longtemps que prévu sur lui, ce qui suggère, ça c'est quand même assez classique, mais ça suggère un trouble de la part de Mark et on se dit en fait c'est quoi, il est sur le point de retrouver sa femme qui est... Donc est-ce que Kurt aurait réussi à le faire un petit peu douter sur le bien fondé de son projet, etc. Ou est-ce que effectivement, pour moi tu as plusieurs lectures, il est en train de prendre conscience de la beauté du moment qu'il vient de vivre là dans cette source chaude, ou est-ce que exactement par rapport à ce que vous disiez juste là, le départ de Kurt met en lumière un petit peu ce qu'il n'a pas vu pendant qu'il était avec lui, trop occupé à être je sais pas un peu irrité, parce qu'il y a un peu ce truc là pendant il s'énerve un petit peu parce que l'autre il galère un peu avec la carte, il le fait un peu il est un peu perdu au début, il est un peu irritant Kurt, c'est sûr, et du coup, il y a ce plan comme ça qui suggère beaucoup de choses à la fois, dont putain, est-ce que je suis pas en train dans quoi je l'ai laissé, quoi, de rater un truc, mais est-ce que mon pote il va si bien que ça, tu vois, il y a un peu un truc de qu'est-ce que je fais maintenant, quoi. Ouais. Il y a ça, puis la façon dont ils se séparent, tu sens que c'est fini, quoi. Tu sais qu'ils se reverront plus après. On se revoit, ils le disent, hein, on s'appelle ou on se... Ouais, c'est les phrases que tu dis quand tu dis ouais, on se tient au courant et tout, et 9 fois sur 10, tu fais rien, quoi. Tu vois, c'est pareil une fois, c'est pour pas choquer le gars, tu dis bon, je pense que les deux savent que c'est fini, mais il y a aucun qui ose l'avouer à l'autre. Alors que si c'était parlé depuis le début, ça aurait été plus simple, quoi. Ouais. Moi, franchement, en voyant le film, je me suis dit, putain, c'est un film à twist, en fait. C'est Usual Suspect des SDF. Il y a vraiment un truc. Et voilà, en tout cas, comme le film est basé sur les non-dits et tout, ça pousse vraiment à être assez actif pendant le visionnage ou à réfléchir après. Ce qui, normalement, justement, moi, ce type de cinéma, au contraire, je trouve que c'est souvent genre, non, mais on apprécie la beauté de la nature et tout. Et en fait, c'est assez intéressant que ce soit un film qui se passe dans la nature et qui parle pas vraiment de la nature, c'est juste un truc, c'est vraiment ça. Ouais, c'est vraiment parce que le film commence à la ville et finit à la ville. T'as vraiment ce côté parenthèse un peu. Habituellement, on dirait parenthèse enchantée, on peut dire parenthèse désenchantée, tu vois. Dans cette parenthèse où l'amitié va se tarir. Mais tu vois, en plus, tu parlais du fait que l'acteur qui fait Kurt, Will Oldman, c'est un musicien de folk, donc qui est déjà un genre qui est propice au voyage. Évidemment, souvent c'est pas des troubadours, mais vous voyez ce que je veux dire. En fait, ils collent tellement complètement, et même au niveau des sujets et tout, je pense que ça a été fait pour lui, quoi. Ah oui, l'autre acteur, je le connais pas, je sais pas. Non, je n'ai pas plus de background sur lui. Mais tu sens que c'est vraiment le film parle plus de Kurt que de... Et en fait, il y a aussi un truc que j'ai remarqué en revoyant l'autre, c'est peut-être plus le spectateur, en fait. Voilà, c'est ça. En fait, c'est un film où ils parlent chacun leur tour. T'as pas vraiment de vrai dialogue. T'en as un qui parle, l'autre qui écoute, puis on passe à une scène suivante, et là c'est l'autre qui parle et l'autre qui écoute. Déjà, rien que la structure, t'as une espèce où les hommes se répondent pas. T'en as un qui parle, l'autre qui écoute, ou qui écoute pas, même des fois. C'est ça qui peut le rendre aussi peut-être un petit peu difficile justement à suivre, pour justement ce qu'on disait, les gens qui ont des problèmes d'attention et tout. C'est qu'en fait, t'as jamais vraiment de vraie conversation. Chaque personnage parle tout seul, en fait. T'as pas de fil rouge, t'as pas de récit, t'as pas de but à atteindre, de petite quête, tu vois, non, c'est juste ces mecs-là. T'en as un qui parle. À un moment, même, quand ils sont dans la source, là, clairement, t'as Kurt qui parle, et Mark, il écoute pas, il est dans son truc, là, il vit son truc. L'autre, il parle tout seul. Il fait chier avec son vélo, là. Tu vois, il raconte des trucs. Je comprends, tu vois, Kurt, c'est un peu, tu sais, le mec que t'aimes bien, mais des fois qui est un peu relou et tout, mais tu l'aimes bien quand même. Et là, tu sens que Mark, il est passé à autre chose. Il dit, mais non, c'est bon, j'ai plus le temps
j'ai plus le temps de prendre sur moi pour continuer à aimer ce mec-là, quoi. Et c'est par le geste, encore une fois, on revient là-dessus, mais c'est pas par la parole, c'est par le geste qu'il crée une dernière connexion, et une dernière connexion entre eux, et une dernière déconnexion par rapport à tout ce qui peut le travailler, quoi. Avec ce truc de détente, enfin, on revient dessus, mais par le massage, quand Kurt passe la barrière, voilà, du geste, quoi, qu'il se passe quelque chose, quoi. Je ne sais pas si vous avez beaucoup d'autres choses à dire. Moi, je voulais juste... j'ai remarqué un truc, justement, donc cette fin qui, je trouve, qui est assez iconique. En fait, elle m'a rappelé un autre film qui est sorti l'année dernière, un film qui est pas terrible. Ouais, je pensais aussi, le film de Eisenberg. A Real Pain. Ouais, A Real Pain. Ouais. Tu l'as vu, Guillaume, ou pas? Bon, bah c'est un film qui parle aussi d'une relation plus familiale entre deux personnages. C'est des cousins, je crois. C'est des cousins, ouais. Ah oui. De Jesse Eisenberg, où il y a une séquence de fin un peu similaire, où des personnages ils se retrouvent après longtemps, c'est un peu dysfonctionnel, tu vois qu'il y en a un qui est pas bien, et à la fin il y a une scène finale où ils traînent dans l'aéroport, je pense. Ils traînent dans l'aéroport. Le film marche vraiment pas très bien, mais je me suis dit, putain, c'est curieux, j'ai vu ça quelque part. Ouais, mais en fait, Eisenberg, il a joué pour Kelly Reichardt dans Night Moves. Donc à mon avis, il avait dû regarder le film, il a dit ça c'est fort, et il lui a piqué. Donc, oui, mais regardez plutôt Old Joy. J'ai pensé aussi, en fait, dans Real Pain, les meilleures scènes, c'est la scène de début et la scène de fin. Ouais, mais c'est ça, c'est vraiment le meilleur truc du film. Donc je me suis dit, c'est marrant. Parce qu'au début, t'as Eisenberg qui arrive, donc il est déjà à l'aéroport, et donc je crois que c'est le frère Culkin, je sais plus, Kieran Culkin, je pense, qui arrive et qui le retrouve. Il dit, putain, t'es déjà... Il dit, ouais, j'aime bien arriver à l'avance et tout. Et en fait, à la fin, tu vois que le mec, limite, il vit dans l'aéroport, tu vois. Ouais. Parce qu'à la fin, quand il se sépare, l'autre, il part du non, mais t'inquiète, je vais faire un petit tour. Et en fait, il s'assoit et il fait rien que d'attendre. Donc, t'as ce côté-là où le mec est un peu perdu et l'autre qui rentre dans sa vie. Et si tu fais des liens... Old Joy est vraiment d'une meilleure qualité en tout point de vue que Harry Payne. Hein. Bah, c'est beaucoup plus... Alors qu'il y a beaucoup moins dedans, mais c'est beaucoup plus subtil. Ouais, c'est ça, ouais. Je pense que la réal est meilleure, ce que le film dit, le film dit beaucoup plus de choses. Et plus il est un peu plus mature, tu sens que le film de Eisenberg, il y a aussi un truc peut-être un poil ego trip dans le sens où tu vois qu'il parle de lui et avec son personnage et je comprends, tu vois. Moi, j'ai connecté un peu avec son personnage, mais puis Harry Payne, ça y va au marteau, à la masse, tu vois. Ou Old Joy, c'est vraiment des petites touches. En fait, le gars, il est dépressif, il a fait des tentatives de suicide, tu vois. Vraiment, tout est là, tout est dit. Alors qu'au Joy, il n'y a rien qui est dit, c'est à toi de prendre des petites pièces comme ça et de recréer le propre puzzle. Mais oui, j'ai pensé aussi. J'ai pensé quand je vais à Real Pain, tu vois, je me suis dit, putain, mais vas-y, c'est chaud. Ouais, bah tu vois, moi je l'ai vu après coup, tu vois. J'ai vu Old Joy après coup et j'ai tout de suite fait le parallèle. Old Joy, c'est Real Pain, mais en bien, quoi. Ouais, exactement. On voyait plutôt Old Joy que Real Pain. Et c'est moins long. Écoutez. Moi, j'ai dit à peu près tout ce que j'avais à dire sur le film. Je sais pas si vous avez quelque chose à ajouter. Je sais pas, parfois les gens aiment bien qu'on fasse un peu du name dropping. Du coup, moi, si je voulais comparer donc Kelly Reichardt, ce serait un peu un mix entre Gus Van Sant et Richard Linklater. Tu vois, t'es un peu dans cette vibe-là entre les deux. Ouais, bah c'est vrai que c'est marrant. Tu vois, j'ai pensé, je l'ai noté, hein, j'ai pensé à Jerry de Gus Van Sant, surtout parce que c'est aussi deux personnages, une amitié et tout. Mais c'est beaucoup plus esthétique, tu vois. J'ai beaucoup pensé aussi à Last Days parce que ça se passait à Seattle, c'est un peu les mêmes décors que dans l'Oregon et tout. Donc là, t'as un petit, la vibe Van Sant qui fait des films sur rien. Mais en fait, le truc, c'est que Van Sant, il va faire des films sur rien. Et puis tu fais Psycho derrière. Ouais. Mais alors que là, tu vois, il y a un vrai sujet. Justement, ce que je peux reprocher à autant Jerry, j'ai été pris par l'aspect le voyage esthétique du film et tout qui est très fort. Et par exemple, Last Day, je l'ai pas revu depuis le ciné, mais ça m'avait un peu fait chier parce que comme tu dis, c'est des films un peu sur rien et on apprécie le rien. C'est ça, là, vraiment, dans le Joy, étant donné qu'il y a vraiment un vrai sujet et tout qui est subtilement traité, je recommande. Franchement, en le revoyant, j'ai vraiment encore j'aimais déjà beaucoup le film, j'ai encore réévalué en le revoyant. Moi, je vais le réévaluer en ayant reparlé. Ouais, c'est bien. Hein. Donc voyez les films de Kelly Reichardt parce qu'ils sont... Enfin, moi, ceux que j'ai vus, ils sont tous... Oui, il n'y a pas vraiment de fausses... de sortie de route, quoi.
Eh ben écoutez, très bien les amis. Avant de conclure, je me suis rendu compte que la dernière fois, on n'avait pas parlé des notes du podcast. Ça y est, on a baissé les bras. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. Et donc du coup, si vous avez apprécié le podcast, surtout n'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles sur Spotify, sur Apple Podcast ou tout ça, à mettre un petit like. Ça aide un petit peu le podcast, je vais pas dire à décoller, mais on va dire à être... À perdurer. À perdurer. Surtout que c'est pas forcément facile quand on ne parle pas de films d'actualité, puisque il faut avoir vu les films et ils sont pas tous tout le temps très accessibles. Mais en tout cas, j'espère que cet épisode vous a plu. On va pas revenir tout de suite parce qu'on a tous beaucoup de travail. Donc ça sera probablement en début de l'année prochaine, mais on va revenir avec une nouvelle formule. Donc on n'annonce pas les films tout de suite, mais voilà, on espère vous revoir à ce moment-là. Allez, salut les gars. Salut, à plus. Bye.